tous qui nous rejoignez sur Immedia, hym.media. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Quantique Planète, un Quantique Planète un peu particulier, puisque nous parlerons aujourd'hui du phénomène ufologique, mais plus spécifiquement du phénomène des abductions qui ont lieu en son sein. Alors, c'est une table ronde qui aujourd'hui est conviée, avec différents intervenants, et nous aurons l'occasion d'avoir 3 livres de travail, voire 4, pour pouvoir aborder le sujet qui est vaste et complexe. Dans un premier temps, sur ce plateau en tout cas, je vous propose de découvrir Marie-Thérèse Debrosse, qui est, je vous le rappelle, universitaire, spécialisée dans la psychologie et les maladies mentales, journaliste, auteur de Enquête sur les enlèvements extraterrestres, paru en 1998 en France. Nous avons Romuald Le Terrier, ethnobotaniste, ayant étudié surtout auprès des Indiens Shipibo au Pérou, expérienceur d'ayahuasca, conférencier, auteur de La danse du serpent, Les plantes psychotropes et la conscience, et co-auteur de OVNI et conscience. Nous avons aussi Nicolas Dumont, qui est psychologue clinicien, psychothérapeute et hypnothérapeute, ayant déjà étudié divers abductés, puisque Nicolas fait partie d'un organisme qui s'appelle le CERO France, et le CERO, l'abréviation de Contact et Enlèvement lors de rencontres OVNI. Eh bien bonjour à vous tous, un grand merci de votre présence pour cette première en France, parce que autant il peut y avoir différents festivals, conférences, avec des personnalités de votre envergure pour parler du phénomène OVNI, et notamment des abductions. Force est de constater qu'il n'existe pas aujourd'hui d'émissions réunissant des spécialistes que vous pouvez représenter, et à l'échelle de la France, au niveau international notamment, il n'y a pas grand-chose. La France est assez pauvre pour avoir traité le sujet ufologique, on y reviendra, et surtout des abductions. Alors pourquoi cette émission? Bien entendu, on pourrait en parler, et je souhaite aborder la chose. Eh bien, sur Internet, vous voyez de tout, notamment on peut rire du phénomène ufologique si on n'y croit pas, encore plus du phénomène des abductions de ces gens, des terriens, enlevés par des extraterrestres, ayant subi soit des rencontres rapprochées, donc du 3e type, soit directement avoir subi certains traumas, notamment du fait de leur corps, des prélèvements, des attouchements sexuels, etc. Donc on va rentrer là aussi dans le détail. Et il est vrai qu'aujourd'hui, au regard des séries télévisées ou des films de science-fiction, eh bien tout ce phénomène a tendance à être ridiculisé. Même s'il y a de nombreux hommes et femmes politiques au niveau international, des militaires qui en parlent, qui font référence d'observations ufologiques, il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui c'est encore la question. Je regardais récemment un documentaire sur le sujet. Est-ce que les extraterrestres vont venir un jour nous visiter? On en est encore là, et surtout en France, alors que dans des pays anglo-saxons, le phénomène est largement débattu lors d'émissions, débats télévisés. Donc nous sommes beaucoup, entre guillemets, en retard pour parler du phénomène des abductions. C'est pourquoi dans cette émission viendra nous rejoindre notamment Myriam Belmire, qui est elle-même abductée, créatrice du CERO France. Le CERO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est donc le centre qui interpelle tout ce qui est du contact et enlèvement lors de rencontres OVNI. Nous allons aussi, normalement, il aurait dû y avoir Christelle Seval. Christelle Seval, auteur notamment de Contact et Impact, La Vierge et les extraterrestres, et qui est l'éditeur des éditions Atlante, qui aurait dû participer à cette émission. Il ne sera pas présent, il s'en excuse pour des causes personnelles que je n'étalerai pas ici. En tout cas, il est avec nous, et il nous encourage donc vivement à faire une belle émission, ce que nous souhaitons tous, bien évidemment. Je vais, en dehors de ce petit laïus, vous inviter à peut-être regarder les livres ou à lire les livres sur lesquels nous allons, entre guillemets, travailler. Il s'agit de Rencontres avec le peuple des étoiles. C'est des récits amérindiens de Hardy Six Killer Clark. C'est aux éditions Atlante. Très bon livre pour ma part, en tout cas sur les 3 qui ont servi d'étude pour cette émission, pour moi c'est le meilleur.
je trouve très intéressant. Et il y a le livre de David Jacobs qui a intitulé son livre « Il marche parmi nous, le plan extraterrestre pour contrôler l'humanité », toujours aux éditions Atlante. Et il y a Les ovnis de l'esprit de Corrado Malanga, les révélations d'un abducté sous hypnose. Voilà donc ces livres qui nous serviront de base, entre autres avec le livre de Marie-Thérèse de Brosse, donc Enquête sur les enlèvements extraterrestres, pour développer, approfondir le sujet des abductions. Pour vous donner un petit écho quand même sur ces livres et leurs auteurs, je vais vous faire part de qui ils sont, c'est quand même la moindre des choses. Donc, propos de Jacobs, donc, qui a écrit « Il marche parmi nous ». Je cite « J'écris la plupart des infos contenues sur ce site web, basé sur plus de 50 ans de recherche en ufologie. En plus, depuis 1986, j'ai réalisé plus de 1150 régressions hypnotiques avec des abductés. J'essaie d'être aussi objectif que possible. Je n'ai aucune théorie New Age, spirituelle ou religieuse à promouvoir. Il faut savoir que Jacobs est un athée qui ne croit en rien d'autre que la matière. J'essaye de rester aussi près que possible des preuves. Malgré tout, il n'est pas impossible que j'ai pu commettre des erreurs. » Voilà, donc Jacobs est un universitaire, enfin Marie-Thérèse de Brosse aura l'occasion de rentrer plus dans le détail si elle le souhaite, donc qui aborde ce sujet depuis maintenant plus de 50 ans. Et nous avons Corrado Malanga, qui lui est chimiste à la base, donc c'est un scientifique universitaire. Ça fait plus de 25 ans qu'il étudie le phénomène des abductions. Il a eu l'occasion d'aborder plus de 3600 cas d'abductés sous hypnose. Et on reviendra par la suite sur sa théorie en elle-même. Mais pour vous dire donc que ces livres ont été écrits par des personnalités qui étudient le sujet depuis maintenant plus de 30 ans. Et vous avez en bas de la vidéo, sur le site d'Immédiat, toutes les références. Vous pouvez aller voir et visiter le site de Malanga ou de Jacobs notamment. Alors, donc je laisse la parole à Marie-Thérèse de Brosse, parce qu'il faut savoir quand même que c'est elle qui en France a abordé la première le sujet, qui a révélé ce phénomène qui, à part pour ceux qui savaient lire l'anglais, était uniquement concentré aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Donc révélation en 1998 sort ce livre, Enquête sur les enlèvements extraterrestres, écrit de surcroît par une grande journaliste. À l'époque, on rappellera Marie-Thérèse que tu travaillais à Paris Match. Oui. Première question, est-ce que pour écrire ce livre, ça a été difficile, sachant qu'en France, ce sujet n'existait pas? Dans quel état d'esprit? D'abord, ça a été difficile dans tous les sens du terme. Bon. Parce que moi, j'ai tout de suite senti que c'était extrêmement important. Et je ne suis pas le genre de femme, quand je raconte quelque chose d'important, de considérer ça frivolement, du bout des doigts. J'ai décidé de travailler dessus. Je fais une petite parenthèse quand même, c'est ce phénomène dont on ne parlait pas en France. Moi, je le suivais déjà depuis des années. C'est quelque chose de sérieux, donc? Je ne savais pas si c'était sérieux, mais je savais que ça existait. Mais savoir comment il fallait l'interpréter, c'était tout à fait autre chose. J'en avais eu des aperçus, surtout en Sibérie, lorsque je suis allée vivre à Novosibirsk, où j'ai rencontré des sujets psy dont s'occupait le professeur Kaznachev, et j'ai eu toutes sortes de récits très spontanés de paysans qui allaient ramasser des champignons, par exemple, qui voyaient des boules lumineuses, et un de ces sujets, je vous raconte cette histoire parce que c'est celle qui m'a le plus étonnée, voyant des boules lumineuses, a eu cette idée extravagance de vouloir faire rentrer sa tête à l'intérieur de cette boule lumineuse. Ce que moi, je n'aurais jamais fait, ni pour or, ni pour argent. Peut-être c'est sacré. Et à partir de ça, il a vécu des phénomènes que lui ne pouvait absolument pas comprendre, qui étonnait tout à fait le professeur Kaznachev. Mais entre ce qu'on raconte et ce qui se passe, il y a quelquefois une grande marge. Donc heureusement, j'étais dans le labo de Kaznachev, qu'il a testé, lui, pour voir ses performances. Je précise, parce que tout le monde n'est pas censé connaître Vladimir Kaznachev, c'est lui qui a fondé l'Académie de médecine de Sibérie. Donc
l'Académie de médecine. Donc c'est quand même une pointure au point de vue médical. C'est quelqu'un qui coiffait toute la recherche parapsychologie en Russie. À l'époque, ça s'appelait encore l'Union soviétique. Moi, je suis allée, c'était déjà devenu la Russie, mais enfin, il avait ça encore du temps de l'Union soviétique. Un homme remarquablement intelligent, ouvert, etc., et à qui on ne racontait pas de fadaises. Tous les gens qui ont travaillé avec les sujets psy, on sait très bien qu'ils ont tendance à en rajouter. Même si ils ont un vrai don, s'ils ont des capacités, ils trichent. Tout le monde connaît ça, c'est pas, je pense, Nicolas qui me contredira. Bon, alors, donc, il fallait voir les capacités et les phénomènes de vision à distance que présentait ce sujet qui n'avait jamais eu ces phénomènes avant. C'est-à-dire, vous étiez avec, je dirais pas c'est un gamin, il avait 17 ans, quoi. Et on lui disait simplement, bon, écoutez, quelqu'un va faire un geste dans la pièce à côté. Il se trouve dans un institut où il n'a jamais mis les pieds, il ne connaît pas les chercheurs, etc., qui sont vaguement en blouse blanche, etc. Et même Kazanchev ne sait pas ce que son assistant va faire. Bon, il y a une caméra qui va tourner, hein, bon. Et je vous raconte n'importe quoi, j'ai oublié le détail, et l'assistant prend simplement une chaise sans faire de bruit et lui fait traverser la pièce. Et le mec dit, quelqu'un déplace une chaise à travers la pièce. Vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas savoir. Bon, je vous passe parce que ce serait trop long. Et effectivement, des dons absolument invraisemblables. Alors je vous passe les choses qui étaient assez spectaculaires. Enfin, non, je vais abréger. Bref, je vois une modification du psychisme, parce que souvent ce sont des gamins qui sont amenés par les mères. Les mères disaient, mais enfin, il n'était pas comme ça, il disparaît, il revient, on ne sait pas où il est parti, je ne le vois plus, et puis il est là, il m'a dit qu'il n'a pas bougé, je sais qu'il n'était pas là. Tout ça, c'était complètement difficile à comprendre quand on ne connaissait pas le sujet. C'est là où j'ai eu le maximum de témoignages. Et puis, je lisais beaucoup la littérature américaine. Il faut savoir que dans le domaine de l'ufologie, les Américains ont travaillé, il y avait des associations ufologiques très sérieuses aux États-Unis, entre autres une grande association, le NICAP, et qui recensait tous les cas possibles. Fondé en 1956, le NICAP. C'est ça, oui. Je précise quand même pour voir un petit peu à quel point les Américains sont en avance sur le fait d'avoir abordé et approfondi le sujet. Oui. Alors, commence à apparaître le phénomène des, soi-disant, des pilotes de véhicules. Hein. On ne sait pas comment l'apparaître. Et le NICAP a une attitude très intelligente. Le NICAP dit non, nous voulons que le gouvernement américain prenne au sérieux le dossier OVNI, donc on veut que les politiques et l'armée nous écoutent. C'est déjà compliqué de leur dire que c'est sans doute des choses qui viennent d'un autre système qui circulent dans le ciel. Si on commence à leur dire que ces choses qu'on voit dans le ciel sont habitées, ils ne nous croiront jamais. Donc ne parlons surtout pas de ça. Ce qui fait que dans les dossiers du NICAP et des grandes associations, quand ils avaient les témoignages où on voyait, soi-disant, des extraterrestres, les cas n'étaient jamais évoqués. Jamais c'était tu. D'ailleurs, Jacobs, dont nous allons parler, puisque maintenant c'est un obsédé des enlèvements, Jacobs s'est carrément fâché avec le célèbre Jacques Vallée. Jacques Vallée qui a apporté un regard apportant un lien entre le folklore, les êtres du folklore et les êtres qui éventuellement seraient dans les ovnis. Et Jacobs dit, mais vous êtes fous, on ne parle surtout pas de ça. Monsieur Jacobs qui fait de l'enlèvement un job à temps complet. C'est une page historique de l'abduction, de l'histoire de l'ufologie que je vous raconte là. Enfin bref, ces phénomènes étaient complètement cachés aux États-Unis. Moi, j'avais des récits dans mes voyages qui étaient à peu près les mêmes. Au Brésil, en Russie, en Argentine. J'avais des gens qui me racontaient des histoires qui n'étaient pas tellement dans la littérature. Puis, je découvre Bob Hopkins. Et puis, un jour, il y a aux États-Unis un congrès excessivement important. Ici, tout le monde en a plein la bouche dès qu'il y a un petit congrès. On invite 4 pelés, on leur fait payer un maximum pour leur donner des informations qu'on a déjà distribuées partout, qui circulent. Bon, là, au MIT, le MIT
qui est quand même ce qui est le plus prestigieux au point de vue scientifique, hein, Massachusetts Institute of Technology. Grande conférence sur les enlèvements, les abductions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un sondage fait à l'échelle nationale aux États-Unis, parce que les chercheurs, dans le secret, qui travaillaient sur les enlèvements, étaient ahuris par le nombre de gens qui venaient leur parler de phénomènes qui n'étaient pas recensés dans le catalogue des désordres psychiatriques, et dont on s'apercevait que ce n'étaient pas des désordres psychiatriques, des gens qui venaient leur raconter qu'ils étaient enlevés. Les psychiatres ne savaient pas par quel bout attraper ça, parce que lorsqu'on testait les sujets qui racontaient ces histoires, on s'apercevait que ce n'étaient ni des mythomanes, ni des délirants, ni des obsédés, ni des mythomanes, etc. Et les psys ne savaient pas quoi faire. On organise un sondage pour savoir quelle importance le phénomène a aux États-Unis, et même ceux qui s'intéressent au dossier, s'intéressent plus ou moins clandestinement, sont stupéfaits par les résultats du sondage. Par extrapolation, ça donnait quand même 3% de la population américaine qui présentait tous les symptômes de l'enlèvement. Alors, ce questionnaire avait été distribué à toute la population de tous les États, sauf Alaska et Hawaï. Mais sinon, tous les États, bien, et pas aux enfants, parce qu'il y a certaines questions qu'on ne peut pas poser aux enfants. Et ils avaient eu l'intelligente idée, dans leur questionnaire, de glisser une question piège. Alors, dans des questions tout à fait normales, du genre « Est-ce que vous avez eu l'impression de voir de la lumière pénétrer à travers les murs de votre chambre ?» ou « Est-ce que vous avez vu des phénomènes lumineux dans le ciel ?» etc. Est-ce que vous entendez quelquefois des bruits qui ne correspondent pas à ce que vous voyez? Est-ce que vous avez déjà entendu le mot Trondant, T-R-O-N-D-A-N-T, mot qui n'existe pas? Et toujours, dans ce genre de questionnaire, les gens qui veulent dire « moi j'aurais l'air de ça », il y a des gens qui vont cocher ce mot. Bon. Donc je veux dire, les choses est bien faite. Même les chercheurs sur le sujet sont stupéfaits et inquiets de ces résultats. Pourquoi? Parce que dans la communauté des psys, les psys se regroupent et disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons des cas de malades mentaux dans les hôpitaux qui ont rendez-vous avec Marilyn Monroe, qui ont toutes sortes de... enfin tout ce qu'on connaît dans les hôpitaux psychiatriques. Jamais nous n'avons de gens qui sont enlevés à bord d'un ovni, qui sont mis sur une table d'examen, à qui on va prélever des échantillons de gencives, etc. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène? Pas dans leur catalogue. Bien. Alors, ils font ce gigantesque congrès qui était d'une qualité extraordinaire. C'était en quelle année, ça? En 92. Ce congrès, 92, 93, peut-être 93, je suis désolée. Ce congrès était destiné à répondre aux questions des psychologues, des travailleurs sociaux, etc. Interdit à la presse et interdit de publication. Non, évidemment, j'entends un congrès comme ça, je fais des pieds et des mains pour y aller, et évidemment, je suis refusée. Je téléphone à mon ami Jacques Vallée, et je lui dis « Jacques, tu vas à ce congrès ?» Il me dit « Mais non, ça n'a aucun intérêt. » J'ai appris après ça qu'il avait voulu y aller, qu'on avait refusé. Et ça, je lui dis ça devant une caméra de télévision. Bon. Alors, ça fait partie de mon métier et de ma passion. Tu connais sans doute cette histoire, j'ai dû te la raconter. Oui. J'ai décidé quand même d'y aller et je me pointe à Baltimore et le jour, j'arrive aux portes du MIT avec un petit bagage à main dans lequel j'ai une robe complètement différente du pantalon que j'avais et surtout une perruque bouclée rousse. Et j'arrive et... me demande, etc. Vous êtes invité? J'ai dit non, pas du tout. Je vais avoir une amie qui travaille ici, c'est très important. Comment s'appelle-t-elle? Mrs. Lineberger. Bon, elle est quoi? Elle est... mais non, elle n'est pas invitée, elle n'est pas intervenante. J'ai dit non, c'est très spécial, je suis désolée, mais elle travaille comme employée, tout ce que j'avais trouvé pour que ça soit plausible, au ladies' room, c'est-à-dire elle était dame pipi, quoi. Les Américains sont très gentils, ils me disent « Mais pourquoi? C'est très important, son mari a un accident, je veux que ce soit moi qui la prévienne, pour qu'elle le sache. » Ils me laissent rentrer. Ils me disent « On ne peut pas savoir, on n'a pas le nom des dames pipi, quoi. » Quand il y a un congrès.
Alors, je me glisse dans le premier Ladies Room, et immédiatement, tout de suite, je me change, je mets ma perruque, et ça, c'est toujours les chances, il y avait un espèce de panier dans lequel il y avait des badges vides, sans nom. Et je prends un badge, que je mets là, je remets mon nom, bon. J'étais interdite, donc j'étais rentrée, j'ai pu assister à ce congrès qui a été extraordinaire. Et c'était des pointures qui parlaient. Il faut savoir que les organisateurs du congrès étaient entre autres John Mack, le célèbre psychiatre, professeur de psychiatrie à Harvard, qui a fondé l'école de psychiatrie de Harvard, et un physicien spécialiste des hautes énergies. Comment est-ce qu'il s'appelait? Charmant. Enfin, un physicien de niveau prix. Il était considéré comme nobelisable. Donc, c'était pas des petites pointures, c'était pas des allumés de la soucoupe, je veux dire. C'était des gens qui se disaient, on vit quelque chose qui n'est pas connu. Les psychologues on lance. Bon, j'assiste à ce congrès, évidemment. Première chose que je fais, moi, je n'avais rien signé. Les gens qui assistaient au congrès signaient un engagement sur l'honneur. Confidentialité. De confidentialité. Moi, je n'avais rien signé. Donc, je rentre et à la stupeur de mon canard, je leur dis, je vous ramène un truc extraordinaire. Et je fais mes 32 feuillets sur ce congrès et je présente le phénomène des abductions. J'avais déjà parlé d'un match avant. Parce que j'étais devenue très habile d'une des abductées. Donc qu'est-ce que c'était pour toi avant ce congrès? Est-ce que c'était une réalité? Est-ce que c'était quelque chose de fumeux? Alors moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, quand j'ai découvert le dossier des Américains, le dossier des enlèvements, mon premier réflexe, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de psy-américains qui travaillaient ça, et je me dis, ils sont ravagés, les Américains. Et j'ai décidé de faire un bouquin dans l'optique de dire, bon, c'est un délire interprétatif sur un phénomène un peu dérangeant que je liais au folklore, etc. Je me disais, ils sont quand même fous. Et puis je dois avouer que plus je creusais le sujet, plus je m'apercevais qu'ils avaient raison de s'y intéresser. Hein. Alors que j'avais un point de vue quand même un peu prétentieux de ma part en me disant, ils sont cinglés. Et c'est ce qui était formidable, c'est que je fais ce document. Tous mes copains universitaires m'ont dit, mais tu es folle de te lancer là-dedans, tu n'es plus crédible, les enlèvements, c'est vraiment des délires de science-fiction. Et heureusement, j'ai eu la chance que le directeur des éditions Plomb m'appelle en me disant, je veux absolument un livre là-dessus. Alors je précise que Plomb, c'était un éditeur qui n'avait jamais édité et qui ne l'avait jamais fait quoi que ce soit sur les ovnis, l'éditeur du général de Gaulle, c'est-à-dire une caution. C'est pas un des innombrables petits éditeurs comme tous ceux charmants qui publient que nos éléments. C'est une maison sérieuse de référence. Bon, et j'ai donné la démission de mon boulot parce que je me suis dit, il n'est pas possible de continuer à travailler. Un bouquin, ça ne se fait pas en 4 mois ou en 6 mois, c'est pas vrai, surtout un sujet pareil. Donc j'ai demandé 2 ans de congé sans solde, on me dit non, etc. 1 an de congé sans solde, on me dit non, c'est trop important. Et j'ai donné ma démission. De Paris Match. De Paris Match, où j'avais une vie de rêve, très passionnante, fort bien payée. Combien de temps pour écrire le livre? J'ai mis 4 ans, mais j'y travaillais en douce. Parce que je travaillais là-dessus pour moi déjà depuis 5 ou 6 ans. Et alors, hors antenne, tu m'as fait part, enfin tu nous as fait part, notamment Romuald et moi, que en écrivant ce livre, tu as failli devenir folle. Ah oui, non, c'était Qu'est-ce qui était dérangeant à ce point-là en abordant le sujet? Qu'est-ce qui t'a choqué le plus en découvrant, plus tu descendais dans D'abord, le ça détail? remet en cause un grand nombre de certitudes. Des choses que tu croyais absolument établies. Il y a des domaines où on accepte d'avoir des doutes, où on ne sait pas. Et puis, nous en sommes dans le principe de réalité qui est quand même quelque chose de très important, dont on ne parlait pas tellement maintenant. Le principe de réalité, tu n'arrêtes pas de le remettre en doute. Et puis, il s'est trouvé quelque chose, c'est que, contrairement à cette frivolité des gens qui parlent des enlèvements, quelqu'un qui vit ou qui croit avoir vécu, ça revient exactement au même pour moi. Un enlèvement, tu ne vas pas écouter son histoire en 2 minutes ou en 5 minutes pour écrire 4 lignes.
entre ce que l'enlevé a à te dire, la difficulté qu'il va avoir à l'exprimer, etc., ça prend un temps considérable. Moi, quand j'entends que M. Malanga dit qu'il a travaillé sur 3500 sujets, que Jacobs parle de je ne sais combien de milliers, tu peux pas, c'est pas sérieux. Et d'autant, alors je voudrais préciser, c'est peut-être pas le moment, et je veux pas monopoliser surtout le sujet. C'est ça qu'il va falloir poser le problème quand même de l'hypnose, parce que ces gens vivent des phénomènes, et il est de bon ton maintenant de dire on a accès à ces mémoires enfouies que par l'hypnose étant évidemment un bouton, croyance populaire. Hein. Tu appuies, une petite trappe s'ouvre dans ton esprit, et la mémoire va te recracher les fichiers de ce que tu as vécu, et il faut croire que ce que la mémoire te recrache correspond à ce que tu as vécu. Alors on en reparlera, mais tout ça c'était à retravailler, sans arrêt. Or moi je vivais avec des gens avec qui la vie n'était plus, entre guillemets, normale. Qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est une notion statistique. Tu es anormal quand ton comportement n'est pas conforme au comportement de la moyenne des gens. C'est pas plus que ça. Ça n'a pas de qualificatif, hein, c'est simplement statistique, la normalité. Moi, je vivais des choses anormales en permanence avec les abductés. Il faut voir ce que c'est que vivre avec eux. On comprend que, comme les spécialistes du somnambulisme, phénomène absolument passionnant, qui étudiait le 19e, à l'époque de Mesmer, etc., eh bien, les chercheurs quittaient leurs partenaires et leurs femmes pour vivre avec leurs somnambules. Ils cherchaient des somnambules les plus doués pour produire les phénomènes, puis quand ils trouvaient les bons somnambules, une bonne somnambule, comme Psyché, c'est fascinant. Et voilà. Et le nombre de chercheurs qui ont changé de compagnons parce qu'ils ont rencontré des abductés, et on les comprend pourquoi, même si certains abductés ont de quoi disjoncter également, parce qu'ils vivent des choses quand même terrifiantes. Je ne veux pas trop même... Alors, en quoi justement le fait d'écrire ce livre et de plonger dans ce phénomène que chaque fois que je croyais voir un petit peu clair dans ce dossier, une trappe s'ouvrait ailleurs. Il y a une phrase d'Aimé Michel que j'aime beaucoup, qui dit « L'important n'est pas la réponse, l'important est la question. » C'est la question. Bon. Et moi, je n'avais finalement jamais de réponse. Le dossier ufologie a ceci de formidable, c'est qu'il t'oblige à retravailler tout ce que tu avais vécu, étudié de façon plus ou moins superficielle. Bon. Ou alors tu es comme un imbécile, tu te contentes de faire Internet et tu digères toutes les bêtises qui ont été publiées et postées sans être vérifiées. Très bien, armchair ufologiste, etc. Il faut quand même préciser que la plupart des gens qui se disent ufologues ne sont pas ufologues, ils sont ufophiles, c'est-à-dire ils aiment les UFO, ouais. Ou ils sont ufomaniaques obsédés. C'est ce que dit, je me permets, Marie-Thérèse, c'est ce que dit Malanga justement. C'est la première fois que au moment où il raconte l'histoire du début de l'ufologie, en tout cas en Italie, puisqu'il est italien, où il fait mention que les ufologues n'étaient pas des universitaires, c'était des gens qui n'étaient pas cultivés. Qui se disent ufologues, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'en fait, il se voulait, lui en tout cas, être un scientifique qui, le premier, va mettre un point d'honneur à aborder ce sujet ufologique ou des abductés avec vraiment des protocoles pour mettre en valeur le caractère sérieux de l'ufologie. Alors, pour ce qui est des abductés, est-ce qu'on peut trouver une définition? Parce que j'ai parlé tout à l'heure d'êtres humains enlevés par des extraterrestres. Est-ce qu'il y aurait une autre définition que tu voudrais, ou que peut-être parmi vous voudriez donner? Je pense notamment à Nicolas Fromont, puisque... Dumont, pardon. Fromont, je sais pas pourquoi. Non, mais il a peu au même. Bon. Nicolas, puisque c'est ton boulot en même temps, oui. D'être psychologue clinicien, c'est une chose. Hypnothérapeute, c'est aussi une casquette. Mais dans le cadre de ce rapport que tu peux avoir avec des, entre guillemets, abductés, comment est-ce que tu les perçois pour toi? C'est qui ces gens qu'on appelle abductés?
d'abord, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Marie-Thérèse de Brosse pour arriver à ta question, parce que je trouve que Marie-Thérèse a posé le contexte exactement dans lequel, en fait, la problématique de l'abduction se place. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une thématique, plutôt si on enclave cette thématique dans l'ufologie, en fait, je comprends que les ufologues s'y soient perdus, en fait. Et vous l'amenez tout à fait vous l'avez rencontré dans le cadre de la parapsychologie, c'est ce que je comprends, c'est-à-dire par un autre biais, effectivement, c'est pour moi une problématique qui est à l'intersection de plein de types d'expériences. Donc, si on veut parler des abductés, comme ceux qui vivent des expériences d'enlèvement par des intelligences exogènes, parce que si on veut cerner un peu le propos, on va exclure des expérienceurs qu'on va nommer abductés et le pôle psychopathologique, c'est-à-dire les délirants, les mythomanes, les hystéries, etc. Et puis on va exclure aussi des expériences d'emprise, des expériences en fait transpersonnelles qui relèvent d'autres phénomènes en fait. Effectivement, les possessions, les emprises, ou d'autres types d'expériences qui sont un peu inclassables, on va dire, ou classables dans d'autres registres. Et puis évidemment, on va exclure aussi les expériences assez normales, mais comme la paralysie du sommeil, ou des surinterprétations. Par exemple, j'ai fait un rêve bizarre, je surinterprète. Et puis, on va exclure aussi toute la construction sociologique. C'est-à-dire l'emballement qui se crée, les auto-emballements par Internet, etc. Contagion, parce que les gens commencent à lire, ils croient que... C'est effrayant. Tout à fait. Permettez, je suis désolée parce qu'on est en train de faire une émission de télévision, mais je pense que le sujet de l'enlèvement, c'est le sujet type dont on ne devrait pas parler et sur lequel il ne faudrait pas publier les travaux pour l'instant. En France ? Alors, non, partout. Pourquoi ? C'est un problème auquel j'ai beaucoup parlé aux États-Unis, puisque j'ai longtemps vécu aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être très ami de Bud Hopkins, qui est le pionnier, si vous voulez, de la recherche sur les enlèvements. Et avec Mac, quand ils ont fait cette série de télévision Intruders, Mac m'a dit, je me sens un peu coupable, et Bud Hopkins aussi, parce qu'il ne faut pas que l'information se diffuse. Alors, Bud Hopkins, je le dis pour ceux et celles qui ne savent pas qui il est, a été l'un des premiers. Ah, c'est pas l'un des premiers, c'était le premier. Peintre new-yorkais qui utilisait l'hypnose régressive. Oui, mais alors il faut dire que vraiment c'était un peintre à succès, qui était exposé dans des grands musées, etc. Il a eu l'intelligence, il a assisté un jour il a fait des observations ovnis, etc. Et puis il a discuté avec des gens, et c'est le premier qui a senti qu'il se passait quelque chose. Parce que on parle de l'enlèvement. Je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est. Mais l'enlèvement, par définition, vous êtes enlevé. C'est-à-dire que vous sortez de quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un enlèvement ? C'est pas simplement un kidnapping. On enlève un enfant. Mais ça veut dire deux choses. L'enfant est arraché à sa famille, est arraché à son lieu. Il y a le déplacement du milieu familial, du milieu, disons, social et psychologique, et déplacement géographique. Deux notions en même temps. L'enlever, c'est exactement la même chose. Il sort de la réalité, ce que nous appelons la réalité habituelle, où le solide est solide, pardon pour le micro, où tu ne peux pas traverser les murs, c'est comme si tu écartais les molécules comme les doubles rideaux, et tu passes au travers. La lumière ne passe pas à travers un mur opaque, etc. Donc tous les critères de la réalité n'existent plus. On rentre dans une autre réalité. On rentre dans un autre temps. C'est-à-dire que les expériences dont tu as l'impression que tu vas les vivre pendant 5 ans, pendant 1 heure, etc., ou pendant 10 minutes, dans le temps objectif, entre guillemets, des horloges, c'est pas du tout la même chose. Et la troisième dimension qui est exactement chamboulée aussi, c'est l'énergie. Alors un phénomène qui bouscule à la fois le temps, l'espace et l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ça bouscule les 3 niveaux de notre être. Les 3 niveaux de l'âme, les 3 composants de notre conscience humaine. C'est quand même assez énorme.
Alors, il faut le recul pour décoder. Moi, je disais, au début, je ne prenais au sérieux les témoignages de gens qui se croyaient enlevés, parce qu'à un moment, ma vie était un enfer. J'ai reçu, quand mon livre est sorti, une moyenne de 200 coups de téléphone par semaine. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et le courrier, etc. Donc, je bloquais absolument tout. Et je ne prenais au sérieux, il fallait faire un filtre, que les gens dont le comportement était complètement différent depuis leur expérience. Comme pour les NDE. Soit le psychisme a été modifié, soit bon, il y a des gens qui devenaient guérisseurs, qui ne l'étaient absolument pas avant, des gens qui avaient des facultés de musique, de peinture et d'écriture qu'ils ne possédaient pas auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Pour moi, l'enlevé, il est sorti, il a été extirpé de sa vie, en fait, de sa façon de vivre, pendant un temps X, et il en revient modifié. Si pas modification, pour moi, pas enlèvement. Avant de redonner la parole à Nicolas, juste un petit passage de lecture donc, tiré du livre de Malanga, Les ovnis de l'esprit. Si d'une part les autorités chargées de la compréhension de ces phénomènes, l'État, l'armée, l'Église, les services sociaux, la protection civile, la médecine officielle, l'académie et le monde scientifique ne voulaient pas trop se mouiller, d'autre part les réponses données étaient souvent privées de contenu. C'est ainsi que les abducteurs étaient pour les services secrets des militaires de factions secrètes, pour l'Église c'était des démons, tandis que les psychiatres y voyaient un dérèglement du cerveau humain et les militaires des armes secrètes en mesure de créer des hallucinations dans l'esprit des adversaires. Une chose était sûre, personne ne voulait prononcer le mot extraterrestre. Les extraterrestres ne peuvent pas exister pour l'Église, puisqu'elle considère qu'aux côtés de l'homme, il n'y a que démons et anges. Les extraterrestres n'existent pas non plus pour les militaires, car en affirmer l'existence risquerait de semer la panique dans les rangs des armées, évidemment incapables de s'opposer à des forces technologiques obscures provenant d'autres planètes. Pour les physiciens, il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière. Par conséquent, tout ce qui concerne la venue d'un extraterrestre sur Terre ne peut exister à cause des milliards de kilomètres qui séparent notre planète des autres. Quand bien même on dépasserait la vitesse de la lumière, les distances seraient impossibles à parcourir. Enfin, pour la classe politique, les extraterrestres ne constituent pas un problème à résoudre, car ils ne votent pas et ne sont donc pas dignes, et ne sont donc dignes d'aucun intérêt. Voilà. C'est une petite syntaxe que je trouve intéressante au regard de ce que tu dis, c'est-à-dire que ce phénomène ne peut pas exister au regard de tous ces différents dogmes. Voilà, oui. Alors, Nicolas, là où je suis curieux dans ce que tu nous disais, pour déjà évacuer un petit peu et quelque part de permettre d'identifier un abducté, est-ce à dire que pour ceux et celles qui viennent au CERO, j'imagine que vous avez au sein du CERO des protocoles, des questions-réponses, parce que l'hypnose n'est pas le premier outil utilisé pour définir si quelqu'un est sujet à abduction ou pas. Vous permettez qu'avant que vous lanciez ça, je fais juste une toute petite parenthèse, parce que tu lances comme ça l'hypnose. Il faut quand même préciser que ce sont des gens qui vivent, disent-ils, des choses absolument incroyables, mais dont ils n'ont pas le souvenir. Il s'est passé quelque chose, ils ne savent pas quoi, et le job, pêcher à la ligne, c'est de retrouver ses souvenirs, et que c'est pour ça qu'on fait quelquefois appel à l'hypnose. Bon, je fais juste cette parenthèse, c'est pas évident que les gens comprennent que quelqu'un qui a vécu un enlèvement ne s'en souvienne pas. C'est paradoxal de travailler sur un souvenir, on ne se souvient pas. Pardon de cette intervention. Ça fait beaucoup de thèmes en fait. Je dirais d'abord que la question de l'abducté, je veux juste repréciser que on peut lui mettre des bords qui va être effectivement le prélèvement. Enfin, vous avez défini avec brio la question. Moi, je rajouterais le bouleversement de la conscience aussi, parce que la conscience, elle est bouleversée dès le début et même avant le temps du contact. On va dire, parce qu'il y a le pré-contact. Ouais. Il y a le pré-contact, il y a le moment de l'enlèvement. Quand il s'agit d'enlèvement, parce que je voudrais préciser que le mot abduction, il a été importé comme ça de l'anglais des travaux qui ont été faits aux États-Unis, mais que c'est pas la seule forme de contact, qu'il y a la dimension de l'enlèvement, il y a d'autres formes de contact que l'enlèvement, et puis il y a le moment du pré-contact, c'est-à-dire les rêves qui peuvent précéder, la sensation d'une présence, des événements qui peuvent précéder le temps du contact dans la forme d'enlèvement ou dans une autre forme en fait. Puis après, évidemment, il y a le post-contact, c'est-à-dire la digestion du contact avec l'impact traumatique quand il était traumatisant, ou
d'autres formes de digestion, on va dire. Après, pour ce qui est du temps diagnostique et du temps d'exploration, pour moi, il faut les séparer. C'est-à-dire que l'hypnose est un des outils d'exploration dans lequel pour lequel il faut avoir beaucoup de précautions. Effectivement, la mémoire, ça n'a rien à voir avec un disque dur qu'on ouvrirait ou une vidéo. La mémoire est sans cesse revisitée, retravaillée par l'imaginaire au moment même et dans le contexte où on retrouve le souvenir. En fait, c'est retravaillé. D'ailleurs, j'invite les auditeurs internautes. ou les internautes, voilà, à aller consulter les travaux d'Elisabeth Loftus sur la mémoire et la création des faux souvenirs, puisque c'est une universitaire américaine qui s'est amusée, si je puis dire, parce que c'est dans le cadre de ses recherches, mais à provoquer des faux souvenirs de manière très, très simple. En fait, c'est simple de provoquer des faux souvenirs. Encore plus évidemment avec l'hypnose. Donc il y a des précautions d'emploi avec l'hypnose. D'abord dans ce qu'on va dire dans la manière dont on le présente, mais après dans le traitement de l'information issue de l'hypnose, puisque moi je dis aux abductés, voilà, on peut aller à la pêche aux informations avec l'hypnose, mais la source de l'information, on ne sait pas d'où elle vient, on ne peut pas avoir de certitude. C'est une création de l'imaginaire, si ça vient d'un conscient collectif, si ça vient d'un vrai souvenir, et que ce souvenir ensuite, même si c'est une base de vrais souvenirs, en tout cas une véritable empreinte dans l'histoire, la manière dont cette empreinte va se déplier sous la forme sous une forme visuelle, sous une forme émotionnelle, même si ça attire la conviction, c'est-à-dire c'est ça qui s'est passé, on peut jamais être sûr de ça. Sinon la police, les tribunaux utiliseraient l'hypnose tout le temps. Je suis heureuse de vous entendre parler comme ça. Je pensais que vous seriez pro-hypnose à temps complet. Non, pas du tout. C'est un outil, mais vraiment à pondérer. Sinon, je le précise, la justice l'utiliserait en fait. Elle l'utilise, les policiers. Elle l'utilise aux États-Unis. Et l'utilise aussi en Belgique. Je suis un collègue qui est psychologue et l'utilise en Belgique. Mais il l'utilise comme une source d'information qui a recoupé avec d'autres informations. D'accord. Donc moi, c'est ce que je dis aux abductés. Je dis, bon, il va y avoir une source d'information sur la question du vrai, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai? C'est une source d'information, il faut le recouper, soyez enquêteur de vous-même, vous mettez ça dans votre dossier, vous retraitez ça, vous le mettez à l'épreuve d'autres trucs, voilà. Et puis après, il y a une autre question qui n'est pas celle de la vérité, mais qui est celle de l'utilité. C'est-à-dire, comment ça vous est utile, vous, en tant que personne à ce moment-là de votre vie, avec ce qui est lié en vous, ce qui est traumatisé en vous, ce qui est de votre questionnement, comment ça vient, comment c'est utile pour vous dans votre cheminement en fait. Voilà. Bon, mais ça c'est pour l'hypnose comme un des outils de l'investigation. C'est pas la panacée, parce que ce soit Malanga ou Jacobs, c'est l'hypnose, on parle des cas d'hypnose. Non, pour moi pas du tout. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le thème de l'hypnose, y compris sur le mythe que quand on est dans des hypnoses profondes, on atteindrait une information d'autant plus vraie. Ce qui est une erreur totale. Non seulement c'est pas plus vrai, mais plus le sujet est dans un état de transe profonde, plus il est réceptif au contraire à l'ambiance, en fait, aux croyances. Et aux suggestions subliminales de son hypnotiseur. Tout à fait, puis peut-être aux influences de l'inconscient collectif. Enfin, il y a toute la question du traitement de l'information. C'est une question qui concerne, en fait, tout un tas de professionnels, on va dire. Mais je précise que le travail sur le psychisme, c'est pas parce qu'on est physicien ou chimiste qu'on a une compétence à travailler avec le psychisme et à travailler sur ce qui se passe dans ces mondes-là, quoi. Alors je reviens, parce que là on a abordé l'hypnose et on y reviendra, parce que je mentionnais dans ma question quels étaient les différents protocoles pour... Finalement, lorsque vous accueillez quelqu'un qui vient vous voir au CERO et qui souhaiterait faire part de... Je ne sais même pas si c'est clair dans son esprit, parce que Marie-Thérèse de Brosse faisait mention que ça peut être un ressenti, qu'il y aurait une impression, un rêve. Est-ce que ce que j'ai... Surtout si c'est une première fois, est-ce que ce que j'ai vécu, il me semble avoir vécu, est réel ou pas, tout simplement. On sort du cadre normal, de la normalité, donc la réalité est... Il y a pire, il y a les gens qui ne savent même pas s'ils ont vécu quelque chose. Simplement, ils s'aperçoivent qu'ils ont eu un trou dans leur emploi du temps. Et il n'y a aucun souvenir du tout. Donc, pour faire part de... C'est un processus, d'abord la question du est-ce que c'est réel ou pas, c'est un processus, cette question-là.
Puis elle n'est pas simple parce que, enfin moi je vous entendais tout à l'heure quand vous disiez je suis rentré dans la thématique et ça rend fou, parce que je me dis, quand vous avez commencé, il y avait peut-être, enfin je ne sais pas quels étaient les repères de pensée, mais vous avez fait tout un travail de défrichage, et d'autres sont venus, John Mack, Bon Jacob, etc. Ils ont amené quand même tout un tas de choses. Bon, il y a toutes les données de la psychologie transpersonnelle aussi, enfin, sur l'exploration de la conscience. Moi, je viens pas du tout du monde de l'ufologie à la base. Je viens vraiment du monde de la psychothérapie et de l'exploration de la conscience. Vraiment été mathématique. Et c'est Stéphane Alix, que j'étais à l'INRES, en fait, qui m'a branché sur la thématique des abductions, parce qu'il avait qu'il avait découvert dans mon bouquin, d'ailleurs. Oui. Il avait un sujet, après une émission, qui était pas bien, en fait, parce qu'elle avait une expérience. Il dit, est-ce que tu veux bien t'occuper d'elle? Et j'ai dit, ok. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la thématique des abductions. Et puis ensuite, ça m'a apporté un petit peu plus. Pour revenir au CERO, en fait, le premier temps, oui, avant de dire ça, peut-être préciser que le CERO, moi j'aime bien dire qu'il est bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a moitié de l'équipe, on est des psychologues, moitié de l'équipe, c'est des expérienceurs. Voilà. Et donc, il y a l'approche plutôt par le pôle des expérienceurs, puis par le pôle des psychologues, en fait. Et donc, dans notre démarche d'accueil et de diagnostic, en fait, c'est le premier temps, on va dire, du diagnostic, qui va être un premier temps... pas seulement de filtrage, pour nous évidemment c'est du filtrage parce que ça nous permet de voir si la personne, c'est une bonne orientation en fait. Il y a des gens qui viennent avec tout un tas d'expériences, que ce soit du registre pathologique ou du registre de l'extraordinaire, mais qui ne correspondent pas à l'abduction en fait. Donc nous, on va bien sûr les filtrer pour l'entrée, mais quand même les accompagner pour les réorienter. Il ne s'agit pas seulement de dire oui, non, mais dire moi je pense que vous en êtes là, peut-être aller plutôt par là. Parfois, il y a des personnes, évidemment, c'est clairement repérable comme étant, en tout cas, des indices forts d'une expérience qui ressemble à l'abduction. On ne va jamais mettre un tampon, vous êtes abducté, ce n'est pas du tout notre posture, mais plutôt accompagner une réflexion, déjà. Une réflexion personnelle, un chemin personnel avec ça. Dire, venez y réfléchir tous ensemble, voilà, avec un peu ces deux pôles expérienceurs, échange d'expérienceurs et puis psychologue. Donc là-dedans, le processus que l'expérienceur va rencontrer, c'est d'abord un entretien avec un expérienceur, en fait, dans un premier temps. Nous, ça va nous permettre, psychologues, de traiter un peu moins de cas, parce que quand c'est vraiment pas en lien avec les abductions, il n'y a pas besoin d'un psychologue pour le savoir. Un expérienceur peut dire, écoutez, là c'est vraiment autre chose, ou là, peut-être, on ne ssait pas, on oriente vers le psychologue. Après un deuxième temps d'entretien avec les psychologues, où là on va nous affiner, en fait, et puis, poser notre option, et puis orienter, avec parfois le fait de dire, là, écoutez, il n'y a pas vraiment d'indice fort, mais ça vaut le coup que vous vous y penchiez et puis qu'on y réfléchisse ensemble. Donc parfois il y a des situations qui sont un peu intermédiaires, qui sont bienvenues pour réfléchir, et puis parfois, ce qui arrive au bout d'un ou deux groupes, d'être avec d'autres expérienceurs, parfois c'est facilitateur, ça fait remonter de l'information, je ne dis pas des souvenirs, ça fait remonter de l'information, et puis pour d'autres ça permet vraiment de dire non, c'est pas ce que je vis, ou nous-mêmes dire, là on vous entend en parler, et puis avec les autres c'est plus clair aussi pour nous. Est-ce que ça a été facile de créer vos protocoles, ou est-ce que, j'imagine que vous avez ces fameux protocoles, même s'il y a beaucoup de place à l'improvisation, au rapport humain, est-ce qu'il y a des questions spécifiques que vous avez utilisées ou repris, peut-être d'autres organismes américains ou européens? Alors c'est vrai que les Américains sont très... en psychologie clinique, on parle de la clinique main libre, qui est la clinique d'observation en fait, et puis la clinique armée, qui sont les tests ou les protocoles ou les questionnaires, etc., qui sont de toute façon, tout test ou questionnaire, c'est jamais une radiographie, donc ça a pondéré par l'observation clinique, c'est-à-dire prendre le temps de co-explorer avec quelqu'un ce qu'il vit, et puis avec des cartographies cliniques, et puis voilà, l'accompagner dans un processus de réflexion. Et moi je suis beaucoup plus, au CERO, on est beaucoup plus dans une clinique de processus que dans une clinique de protocole qui permettrait, on fait un test clinique, on fait une espèce de radiographie, et puis estampillé plus ou moins. Pas du tout. On a établi un questionnaire qui a plutôt une fonction de recherche, une fonction clinique en fait, même si dedans, moi j'ai mis quelques indices du psychotraumatisme pour repérer assez vite sur des
sur le questionnaire s'il y a des indices de psychotrauma, mais c'est surtout pour faire des stats au départ, pour regarder s'il y avait une corrélation, quel pourcentage en fait avait un syndrome de stress post-traumatique. Voilà, donc j'ai inclus des questions comme ça dans le questionnaire. Mais voilà, sinon on n'a pas de protocole au sens de grille, etc. À quel moment intervient l'hypnose alors? Puisque moi, ce qui m'interpelle, parce que pour ma part, alors oui, on peut parler, discuter avec un soi-disant abducté, même si on est psychologue ou psychiatre. Alors oui, je sais qu'il y a des protocoles pour sentir si la personne elle est schizophrène, mythomane, si ça part un peu dans tous les sens, enfin bref. Définir, elle peut éventuellement être abductée, mais je pensais, pour moi en tout cas, que l'hypnose était la condition sine qua non pour allez, on va faire un tour sur l'hypnose, et puis là on va être sûr. Pas du tout. C'est vraiment la solution de paresse et l'illusion totale. Moi j'ai été épouvantée sur le net, j'ai découvert un personnage, je suis sûre qu'il est honnête, qui a vu des tas d'ovnis, qui fait des observations, etc. Et qui annonce tout fier, j'ai trouvé un hypnothérapeute qui va me mettre 15 jours en continu en hôpital pour me faire souvenir de tous mes souvenirs. Bon, c'est dramatique quand j'entends une chose pareille. Je voudrais juste préciser, parce que vraiment j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. Monsieur Jacobs, dont on publie dernier ouvrage ici, l'ouvrage que tu as mentionné, j'ai vu comment il travaillait. Jacobs, il est complètement obsédé par le phénomène de l'abduction. Il faut dire que quand on rentre dans le sujet, il est obsédant, parce qu'il est trop dérangeant. C'est étonnant pour un athée, parce que je l'ai vu travailler sur, moi je dis le nom, toutes mes histoires elles se vérifient, Alice Haggerty. Alice Haggerty, une abductée américaine, sans problème si je peux dire, une gamine qui avait une histoire assez déplaisante, pas aimée par ses parents, et elle avait ce que dans la psychologie traditionnelle on avait tendance à appeler un ami imaginaire. Et quand elle était trop malheureuse, son ami imaginaire venait dans sa chambre, parler avec elle, s'entretenir avec elle, etc. Puis quelquefois, il la prenait dans ses bras, et il se transformait en ange, il volait, etc. La petite fille trouvait ça très bien. Et Alice tombe gravement malade, et ses parents faisaient partie d'une secte, je ne sais plus quelle secte américaine, il y a tellement de sectes, qui interdit, et les transfusions, et les... c'était pas des mormons, je ne sais plus ce que c'était, bon, des anabaptistes sans doute, bref. Et le médecin dit, bon, puisque vous refusez qu'on la... fasse une transfusion, c'était interdit dans cette secte, Alice va mourir, très bien, c'est la volonté de Dieu. Et les parents trouvent très normal qu'Alice meure, puisque Dieu veut qu'elle meure, donc la Sunpa, c'est tout à fait classique. Et la gamine s'affaiblit, elle ne peut plus s'alimenter du tout, elle va crever, et puis voilà son copain qui arrive, son copain le décrit d'ailleurs, La Lunatic Fringe, on avait beaucoup des extraterrestres qui arrivaient avec le S du serpent brodé sur leur uniforme. Et là, cette fois-ci, son copain la prend dans ses bras et l'emmène dans une sorte de serre où elle se fait opérer. Elle revient dans son lit, lui dit « tu es guérie ». La gamine se réveille, elle a faim, elle se lève, évidemment, ça faisait 8 jours qu'elle ne se nourrissait pas, elle était très faible. Et la mère stupéfaite entend Alice qui ouvre le frigidaire, il est en train de manger. Personne n'en revient, le médecin lui-même. Moi, j'ai eu le nom du médecin, j'ai été vérifié, parce qu'il faut toujours vérifier. Parce qu'entre toutes les histoires qu'on raconte, y compris de bonnes femmes qui disent qu'elles sont enceintes à cause des inséminations que lui ont fait les extraterrestres, et quand vous voulez avoir le dossier médical, n'ont jamais été enceintes. Petite parenthèse. Bon, le médecin dit qu'elle n'avait pas une chance de s'en sortir. Et elle se fait interviewée par M. Jacobs. Jacobs lui fait subir 74 séances d'hypnose. Il lui dit tout de suite, mais c'est pas du tout, elle lui dit, moi c'est j'ai un ange qui venait me voir, mais c'est pas un ange, c'est un épouvantable extraterrestre, il va te détruire, il va détruire la terre, etc. Et elle continue, mais non, c'est un ange, la preuve, il m'a guéri.
il a continué à l'hypnotiser jusqu'au moment où Alice lui dit oui, c'est un extraterrestre. Bon, voilà. Je trouve ça dramatique, ce genre d'histoire. Oui, je suis presque au bord de m'échauffer. Alors, justement, puisqu'on en revient sur... à ce que faisait Freud Mais oui. dans le début, quand il disait à ses patientes, je vais vous toucher le front, au moment où je toucherai le front, le souvenir traumatique à l'origine de votre névrose va émerger. Et quand il touchait le front, ce qui est déjà un présupposé, c'est comme l'extraterrestre, c'est un présupposé que tu entends. Et il touchait le front, puis il dit je fais du vélo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. C'est un souvenir écran. Je vais retoucher le front jusqu'à ce qu'elle disait mon père est en train de me violer. Voilà. Et il a bâti sa théorie à partir de ça. En tout cas, la différence entre Malanga et Jacobs, c'est que Malanga, le livre en lui-même, a pour but de voir, et ça a été la première fois, parce que ce qui est intéressant, je fais juste pour mettre dans le contexte avec les ovnis de l'esprit de Malanga, c'est que Malanga donc, se fait assister d'un hypnothérapeute génois, qui était très réputé à l'époque, parce que c'est une réédition, ce livre. Il date, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti la première fois. Au moins 5 ans, et à mon avis, Malanga a quand même beaucoup changé de vision. Oui, totalement, parce qu'il le précise au début dans la préface, et la conclusion est radicalement différente aujourd'hui. Mais je crois que ça remonte au moins à 20 ans, ce livre, la première fois quand il est sorti, au moins. Donc, Malanga est assisté d'un hypnothérapeute, le docteur Moretti, et il va suivre pendant 2 ans et demi les témoignages sous hypnose de Valerio Lonzi, qui à l'époque a une 20aine d'années. Et c'est la première fois, ce qui est important, c'est que c'est une révolution en Europe, ce livre. Je ne sais pas si aux États-Unis ça avait été le cas, mais c'est la première fois qu'il y a un suivi d'une personne sur du long terme qui reçoit donc autant d'hypnose régressive, etc. Et Malanga précise bien les dangers que peut avoir l'hypnose à induire éventuellement certaines choses, et qu'il souhaite, lui et l'hypnothérapeute, à protéger la psyché du témoin, en l'occurrence Valerio Lonzi. Et donc ça a été une petite révolution dans ce sens-là. Et ce que je note, c'est que Jacobs ne fait pas mention justement des dangers de l'hypnose par rapport à la psyché de la personne, et sur le fait que c'est peut-être, avec des hypnoses régressives trop importantes, inclusives, peut créer des désordres d'ordre psychique, j'entends. Quand tu dis qu'il est matériel, il ne faut pas oublier que Jacobs a eu une idée absolument géniale. Ah bon, tous mes sujets sont enlevés, donc les extraterrestres rentrent en pénétrant à travers les murs, dans leur chambre, vont se livrer sur mes sujets à des prélèvements de sperme, d'ovules, etc. Ils viennent les visiter, eh bien moi je vais les piéger. Vous savez ce que je vais dire ou non ? Vous n'avez pas lu les ouvrages de... Moi non seulement je l'ai lu, mais je l'ai fréquenté. Eh bien je vais installer des caméras qui vont filmer l'intrusion de l'extraterrestre qui rentre dans la chambre de l'abducté, etc. Bon, des caméras qui se déclenchent toutes seules quand il y a un moment, comment est-ce que ça s'appelle ? On met ça pour les cambrioleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ces caméras qui se déclenchent toutes seules. Bon. Alors il installe les truffes, les chambres et les salons et jamais rien. Qu'est-ce qu'il en déduit ? Alors que l'enlevé est enlevé, alors que les caméras n'ont rien. Eh bien, les extraterrestres ont vu que j'avais installé ces caméras, ils les ont déréglées à distance. Bon, moi je veux bien, mais quand même. En tout cas, moi ce qui m'interpelle déjà on peut voir qu'il y a 2 manières différentes dans l'approche par rapport à l'hypnose. On voit les dangers potentiels de l'hypnose, de ce que ça peut générer comme souvenir peut-être factice, à forcer pour arriver à un résultat donné, comme vous l'avez dit tous les deux. Donc j'aimerais, moi, pour ma part, savoir comment est-ce que tu procèdes, Nicolas, parce que dans le livre de Malanga, c'est la première fois, à l'époque où a été écrit ce livre, qu'il y a l'association d'un ufologue, donc qui connaît très bien le sujet, et d'un hypnothérapeute dont c'est la profession. Non, c'est pas la première fois. Ce n'est pas vraiment une profession, l'hypnothérapie. C'est une fonction à l'intérieur d'un métier
On peut être hypnothérapeute sans être psychologue. Oui, parce qu'il n'y a pas de métier organisé d'hypnothérapeute. C'est pas un métier. C'est-à-dire qu'il y a pour le moment un flou législatif. Du coup, total, moi j'ai appris l'hypnose parce que j'avais besoin de pratiquer l'hypnose. Voilà, exactement. Vous pouvez très bien être comptable et puis vous former à l'hypnose et puis maître hypnothérapeute. Ça ne va pas vous donner une compétence sur la question de la mémoire et de la psychologie humaine. Ça vous donne une compétence à emmener quelqu'un dans la transe. Sans compétence d'ailleurs à faire un diagnostic différentiel si c'est dangereux psychiquement pour cette personne ou non, et puis à mobiliser des techniques que vous avez appris en cours en fait. C'est tout. Donc il y a compétence d'hypnothérapeute, mais je ne sais pas concernant le travail de Malanga parce que peut-être c'est un hypnothérapeute très compétent. Moi je note par rapport au livre. Par rapport à l'hypnose, pour moi le débat il n'a pas se porté sur l'hypnose, il a se porté sur les informations qui sont extraites et le traitement de ces informations-là. C'est ça, l'utilisation de l'hypnose comme porte d'accès aux souvenirs effacés. Oui, c'est ça le vrai problème. Oui, mais il y a beaucoup d'abductés qui ont des souvenirs conscients. Oui, mais derrière, on vous dit qu'il ne faut jamais prendre au sérieux les souvenirs conscients. Ça, ils le disent tous. Personnellement, je suis contre l'utilisation de l'hypnose et de plus en plus. Pour des expériences comme celle de Jacobs. Un organisme américain qui s'appelle Free, vous les connaissez, je pense. Non. C'est extraordinaire. Free, F-R-E-E, j'ai oublié de quoi c'est l'acronyme. C'est de l'Institut des sciences noétiques de Mitchell. D'accord. Ils ont un protocole extraordinaire pour les abductions, avec des questionnaires, 500 questions. Bon, d'abord, ils font passer au sujet tous les textes classiques de personnalité, etc., pour être sûr qu'ils n'ont pas des désordres de la personnalité, qu'ils ne sont pas menteurs, mythomanes, etc., alcooliques, mariés avec leur mère ou compagnie. Et leur questionnaire est extraordinaire. Or, c'est inouï. Il faut un suivi. C'est ce que je pense, je ne connais pas le cerveau. J'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Ils ont suivi quand même, le but, c'est d'aider. Des gens qui vivent des expériences très traumatisantes. Moi, personnellement, pourquoi j'ai arrêté de faire de l'hypnose sur mes sujets, mon métier, vous me direz, j'étais confrontée à des hurlements de terreur. Vous êtes peut-être plus habitué que moi à ça. C'est mon quotidien, oui. Moi, je ne voulais pas de ça dans mon quotidien. Quand je mettais les gens sous hypnose, une hypnose douce, l'hypnose ericksonienne, si vous voulez. Bon, je savais quand même gérer, c'est la chose. Quand vous faites, vous devez gérer. Mais moi, je sais, je ne pouvais pas supporter ça. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Les gens dans ce métier, très bien, faites-le. Bon, nous en revenons aux travaux de Free sur les abductions. Vous dites quelque chose de très intéressant. Ces gens qui ont vécu des expériences terriblement traumatisantes, je sais bien que vous avez les New Age qui vous disent ils sont bons, ils viennent nous sauver, ils vont nous guérir le cancer, ils vont nous donner la solution de tous nos problèmes, etc. Mais la plupart des sujets vivent des expériences très traumatisantes. Et le souvenir est quand même douloureux. Moi, j'ai pas vu beaucoup de Alice Agerty qui était enlevée par des anges. Moi, je trouve qu'il y a un spectre d'expérienceurs, d'abord. Ça veut dire que tous ne sont pas traumatisés par l'expérience, en fait. Tous ne vivent pas des expériences de type rapt dans le vaisseau, avec des grilles ou des reptiliens, etc. Il peut y avoir tout un tas de spectres d'expériences. Après, il y a une histoire vis-à-vis de ce qui va faire trauma pour eux. Il y a plusieurs couches au trauma, évidemment. Il y a l'enlèvement lui-même, le fait du déplacement dans un univers où il n'y a pas de repères, ce que vous nommiez tout à l'heure. Il y a un déplacement au niveau de l'espace, du temps, de l'énergie, de la conscience. Il y a tout ça. Il y a la dimension du choc ontologique aussi, c'est-à-dire qui est un choc de nature, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation avec une altérité qui est tellement radicale, sans possibilité de couper le contact. Parce que quand il y a trop d'altérité, on peut couper le contact. On pourrait couper le contact pour digérer cette altérité-là et en faire quelque chose. Là, ils ne peuvent pas couper le contact. Le contact est là. Forcé. Est-ce que c'est pas pour ça que ça bascule dans l'inconscient? C'est pour ça que c'est oublié, parce que finalement, à quoi nous sert l'inconscient? Nous avons la chance, dans la constitution de notre être, d'avoir une zone où on peut mettre tout ce dont nous ne voulons pas assumer la responsabilité. Je suis violée par mon père,
Je ne le sais pas parce que c'est parti dans l'inconscient. C'est une barrière de protection extraordinaire, l'inconscient. Bon, quand les... Je pense à voix haute, là, je permets, on discute, etc. Ça m'intéresse d'avoir Nicolas en face de moi. Quand le sujet se trouve être dans ce lieu qui lui apparaît comme un ovni, ou qui apparaît comme autre chose, qui ne correspond pas du tout à ce que la littérature ufologique nous avait habitués, parce qu'il se trouve dans des endroits où il y a des corridors qui n'en finissent pas, des successions de portes, de chambres, c'est un espace gigantesque, avec des niveaux, des escaliers, des ascenseurs. Bon, déjà, tout est bizarre, ils reviennent, ils ne savent plus. Toute cette expérience est quand même tellement impossible à accepter que l'esprit la refoule. C'est normal qu'on oublie une chose comme ça. Ça a été la question, de toute façon, ça a été est-ce qu'il s'agit d'un refoulement ou d'une dissociation du... Voilà, il y a une charge trop importante, je ne peux pas l'intégrer, ma vision du monde est bousculée. Il y a un choc d'altérité aussi que John Mack nomme le choc ontologique, c'est un choc de nature, c'est une des couches traumatiques qui est là. Et moi, je reprécise, c'est parce qu'il y a de mon interprétation, il n'y a pas de possibilité de couper le contact pour digérer la charge d'étrangeté, en fait. Hein. Et du coup, il y a aussi beaucoup trop d'étrangeté à digérer pour le système psychique, on va dire, biologique, corporel aussi, parce qu'il y a tout un tas de manipulations qui semblent être faites. Il y a ça, maintenant toute la question c'est est-ce qu'il s'agit d'un refoulement ou est-ce qu'il s'agit d'une intervention extérieure, comme on pourrait faire en hypnose, c'est-à-dire une amnésie générée en fait. Ouais. Hein. Et c'est toute la question. Moi je dirais que ça me paraît plus être de l'amnésie programmée qu'une défense psychologique. Si je pars dans l'idée que tout ça est lisible en termes de il y a bien eu l'événement, il est bien retrouvé, et après, etc., que c'était bien de l'amnésie, hein, je pars de cette hypothèse-là, ça me semble pas être le refoulement en fait de l'information. Même si quand elle arrive de manière terrifiante, on peut penser que là c'est du refoulement parce que évidemment je ne veux pas recontacter ce qui est aussi terrifiant, quoi. Mais dans d'autres situations, l'information émerge, elle n'est pas terrifiante, elle n'est pas vécue comme terrifiante, et là on a l'impression que c'est plutôt là une amnésie programmée, comme on trouve par exemple dans un missing time de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, où la personne est à faire quelque chose, et toc, elle se retrouve là au même endroit, mais avec 5 heures qui sont passées, où il n'y a pas d'accès. Alors il y aurait une troisième hypothèse qui serait la dimension, je les repense maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la mémoire, c'est en anglais mais je ne me rappelle plus du terme, mais c'est la mémoire associée aux états de conscience. Ouais. C'est ce qui se passe quand on se réveille trop vite d'un rêve, par exemple. On se réveille et puis on a laissé le rêve dans l'état de conscience où il est. Et si plus tu vas essayer de t'en souvenir, moins tu vas y arriver. La seule façon, c'est de retourner dans l'état de conscience où est le stock mémoriel, en fait. Et là, ce serait l'autre option, ce serait qu'ils sont prélevés dans un autre plan de conscience, enfin, ils sont dans un autre état de conscience, et ramenés, et qu'il n'y ait pas le pont, qui fait que la mémoire est coupée, et il y a à rétablir quelque chose d'un pont pour retrouver le souvenir. Ouais. Après, il y avait un terme, c'est presque dommage qu'on ne l'utilise pas, c'est Bertrand Meeus qui avait proposé de l'utiliser. Lui, il ne parle pas d'habitude, il parle de ravi. Vous voyez ce que c'est dans la crèche, le santon, qui est en extase devant l'enfant Jésus. Il est passé dans un autre état. Il est ravi, ça veut dire le double sens du terme, dans un état de ravissement, et ravi dans le sens d'enlever, rapter. Pour ça, moi, j'aimais beaucoup cette terminologie ravi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pas trop, parce qu'il va y avoir, enfin, vous pointiez tout à l'heure la dimension traumatique et du vécu d'horreur, qui, pour moi, ne concerne pas tous, mais qui concerne quand même une grosse proportion, quand même. Et du coup, même après, s'il y a un processus que décrit bien John Mack, et que je retrouve parfaitement, enfin, de la transformation, et même de la, je dirais même transcendance du trauma. C'est-à-dire, c'est pas seulement digérer le trauma, parce que la digestion du trauma ouvre l'accès vraiment à un chemin initiatique pour l'expérienceur. Et toute la question, c'est est-ce que cette transcendance du trauma, elle est intentionnelle de la part des êtres, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un chemin initiatique, ou est-ce qu'elle est liée à la résilience de l'humain, qui fait que plus
on est traumatisé par de l'étrangeté. Plus on va dire, transcender ce trauma m'emmène plus loin, en fait, dans mon parcours psychospirituel. Et on se réfugie ailleurs, d'ailleurs. J'aimerais aborder les rêves, notamment lorsque, peut-être parmi ceux que vous avez l'occasion, Nicolas, d'étudier, des rêves récurrents qui reviennent et qui sont en lien justement avec le sentiment dans ces rêves ou la vision qu'on a été enlevé par des entités extraterrestres. Oui, il faut plusieurs éléments. Vous évoquiez tout à l'heure le diagnostic. Pour moi, il faut plusieurs éléments pour parler d'abduction et pas seulement des souvenirs ou des rêves qui ont attrait à la thématique, en fait. Il peut y avoir des éléments dans le réel, des temps manquants, des perceptions d'ovnis, et puis une récurrence. Ensuite, quand on regarde dans la lignée, en fait, souvent les parents ou les grands-parents sont concernés, ou des oncles et tantes, des phénomènes parapsychologiques associés. Voilà. Donc là, ça commence à dépeindre un tableau, quand on a plusieurs éléments qui s'ajoutent, qui laissent à penser qu'on est bien dans ce type de phénomène, en tout cas que ça vaut le coup d'explorer dans cette direction-là. Juste des rêves comme ça qui reviendraient. Et ce que disait Marie-Thérèse tout à l'heure est pour moi fondamental, c'est l'impact de l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir vécu, mais l'impact après coup. Alors, tant que la personne est dans le trauma, en fait, il n'y a pas forcément de transformation en fait, de type capacité particulière qui arrive. Et ça. Dès le moment où il commence à intégrer le trauma, il y a l'apparition de ces capacités-là. Ils peuvent être là avec le trauma. Les indices de trauma, là par contre, c'est les stress post-traumatiques en fait, qui peuvent être là. La difficulté du stress post-traumatique dans le cadre de l'abduction, c'est qu'il n'est pas relié à un souvenir. Et ça, c'est compliqué. C'est même là, très, très trapu. Comment c'est possible que ce ne soit pas lié à... Mais certes, ton corps est traumatisé, en fait, enfin, ta psyché aussi, mais il y a une empreinte corporelle de ce que tu as vécu, mais ce n'est pas rattaché à un représentant psychique. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir pourquoi ton corps... Il n'y a pas de lien de cause à effet identifiable. Quel genre de trauma, parce que le corps... Alors, une réponse par exemple traumatique, une personne qui me racontait qu'elle était dans sa douche, je raconte souvent ce cas-là parce qu'il m'a marqué, elle était dans sa douche et au moment où elle veut prendre son shampoing Fa, la marque Fa, elle se tend pour le prendre et là elle a une attaque de panique dans sa douche. Une attaque de panique. Et elle va mettre du temps pour, en revenant, mais qu'est-ce qui s'est passé, revoir que le bouchon en fait ressemble à une grosse olive noire en fait, qui a évoqué à son cerveau ou à son inconscient, on va dire comme ça, plus rapidement que son conscient, parce que son conscient n'a pas pu détecter ça, et a fait une attaque de panique. Ce qu'on retrouve, moi j'ai accompagné un jeune Rwandais qui arrivait en France, à un moment a eu une attaque de panique, en fait, parce qu'il y avait une porte du couloir qui avait claqué, et il ne s'en était même pas rendu compte. Il ne s'en est pas rendu compte, mais en fait, il l'avait perçu inconsciemment, et du coup, en lui faisant remarquer que c'était ça, il associe évidemment avec les balles qu'il entendait. Ah, oui. Ça, c'est typique de la réponse de stress post-traumatique. En fait, il y a une réponse plus directe, ton conscient ne peut pas le rattacher directement au souvenir, tu vois. Ça. Alors, Romuald Le Ternier, qui a sagement été attentif et écouté depuis le début de cette émission. Là, alors, c'est intéressant, Romuald, parce qu'on aborde le domaine des rêves, notamment, et en tant qu'ethnologue, donc tu as passé du temps en forêt amazonienne avec les Indiens Shipibo, et avoir eu l'occasion d'expérimenter des séances d'ayahuasca. T'en es à peu près 400 peut-être séances, on compte plus maintenant, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est d'où ta présence, parce que là on commence à parler de la conscience, des rêves, des réalités entre guillemets dites alternatives qui peuvent se produire, puisque comme l'a dit Marie-Thérèse de Brosse, il y a une notion de temps, d'espace, de conscience qui intervient. Comment est-ce que justement tu peux peut-être aborder ce qui a été dit jusqu'à maintenant à travers le filtre de ce que tu as pu toi expérimenter avec les Indiens Shipibo et avec l'ayahuasca? Déjà j'aimerais revenir sur le concept d'enlèvement, quelqu'un omniprésent dans le chamanisme. C'est même un des universaux, on va dire, initiatiques dans le chamanisme. C'est l'idée d'être ravi par des esprits qui vont avoir une action sur le corps, sur la psyché. C'est l'idée d'être capté, d'être enlevé, d'être démembré,
On agit sur les organes, on modifie, on recrée un autre corps différent. Et puis, même des fois d'être implanté, je reviendrai après dans d'autres traditions chamaniques que celles de l'Amazonie. Et donc, c'est quand même quelque chose de récurrent dans les peuples traditionnels et natifs. On prend l'exemple, par exemple, alors ce travail a été inauguré par Jacques Vallée, dans le passeport pour Magonia. Voilà. Et puis, bien sûr, magistralement par Bertrand Meustre, dans Tous en soucoupe volante, où il y a toute cette dimension ethnologique. Et ce récit extraordinaire chez les aborigènes, des chamans aborigènes qui sont raptés par les esprits, qui sont emmenés dans une caverne lumineuse, très lumineuse, où on leur met des implants de quartz dans le corps pour qu'ils deviennent des bamanes, c'est-à-dire des chamans avec beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire, y a cette idée d'aller chercher un être humain lambda, basique, de le transformer après l'enlèvement pour qu'il devienne un guérisseur et un clairvoyant. Donc quand on prend la structure de tout ça dans une société traditionnelle, qu'on enlève le filtre technologique de la modernité, on a exactement la même structure que ce qu'on a dans les abductions. Sauf que là, ils se souviennent eux. Et pourquoi ils se souviennent? C'est à mon avis à cause du cadre de référence culturel qui est inscrit dans la culture. C'est-à-dire que culturellement, chez les chamans aborigènes, on sait que l'initiation passe par ceci. C'est normal, oui. Voilà. Donc comme c'est normal, le souvenir est présent. Alors ce que tu dis est intéressant, puisque dans le cadre du livre Rencontre avec le peuple des étoiles, récits amérindiens, donc c'est des témoignages qui ont lieu en Amérique et en Alaska aussi notamment, où justement ces témoignages auprès d'Amérindiens, cette notion de rencontre du troisième type, claire et nette, et ça pose aucun problème, puisque ça fait partie de leur culture, de leur tradition, qu'ils viennent eux-mêmes des étoiles d'ailleurs, qui sont les enfants de ceux qui viennent des étoiles. Et d'un autre côté, pour ceux qui auraient subi des abductions, ils s'en souviennent, ou on va avoir l'occasion d'en parler sur les emprises neurales qu'exerceraient les extraterrestres sur les humains, et qui les mettrait en hypnose ou dans des états de conscience modifiés pour qu'ils oublient ou modeler une autre réalité, etc. Les Amérindiens, des témoignages, ont aucun problème pour s'en souvenir et n'ont pas à subir, entre guillemets, cette mise sous hypnose ou un blanc, un temps manquant. Ça pose aucun problème par rapport à ça. Donc, du fait, tu nous dis, que ça fait partie intégrante de leur culture, pour eux, il n'y a pas ce filtre qui vient mettre un blanc sur ces expériences. Moi, je l'ai vu ça en faisant des comparatifs entre des récits d'abduction et puis aussi des témoignages d'expérienceurs sous ayahuasca, dont je fais partie, parce que j'ai vu cette vision aussi, où à un moment où il y a la présence, on pourrait les appeler d'aliens ou de petits gris dans le monde des visions, je me suis intéressé à faire des comparatifs. Et les récits sont extrêmement similaires, sauf que le cadre est différent. Si vous prenez les abductions traumatiques, dans un cadre occidental, où les gens n'ont pas de référence pour expliquer ce phénomène, à 80% des cas, c'est souvent très traumatique et perturbant. C'est vraiment perçu comme une captation, un enlèvement, une séquestration, des sévices. Voilà, c'est clair. Okay, des tortures et tout ça. Médical. Mais quand même torture. Voilà. Quand on a la même expérience avec des gens qui savent qu'ils ont pris l'ayahuasca, qui sont dans une culture chamanique, qui utilisent cette ayahuasca, et donc on sait qu'on a pris des plantes de vision, on voit ces mêmes êtres, on voit le même protocole, c'est-à-dire les aliens arrivent dans le monde des visions, et puis il y a cette idée d'opération encore, mais là, ça change, l'interface devient un soin. Par 80% de l'expérienceur, c'est perçu comme un soin, c'est-à-dire que ces êtres viennent agir sur le corps, enlèvent un organe énergétique, font quelque chose, et ça fonctionne, et les gens sont plutôt bien de l'expérience. Et chez les Shipibo qui utilisent l'ayahuasca depuis 3000 ans, l'interface change encore, on n'a plus affaire à des petits gris, on a une représentation idéale de l'archétype humain, c'est-à-dire que souvent on voit l'Inca, qui représente pour les Shipibo le modèle humain parfait, archétypal, ou des médecins occidentaux, comme on peut les voir dans les grandes cliniques à Lima. Donc il y a une espèce de... Là on dirait que l'interface change, plus le cadre est intégratif, et plus l'interface même de représentation et de communication s'adapte pour devenir de plus en plus positif. Je suis d'accord avec. Non seulement je suis d'accord avec toi, et ça me faisait penser aussi à la douleur. C'est dans la douleur d'une société occidentale qui base l'idéal du bien-être. En fait,
la douleur est un ennemi. Alors dans une société chamanique où la douleur peut être une initiation, elle va être vécue complètement autrement. Et d'ailleurs, dans l'ayahuasca, il n'y a qu'à voir comment on vit la purge, hein, le vomissement en fait. Hein, il y a un travail à faire pour que ça devienne autre chose, quoi. Et ce processus que tu décris, en fait, qui varie selon les cultures, on le trouve au sein même du processus de l'abducté lui-même, qui au fur et à mesure en fait, qu'il déploie son expérience et sa relation avec l'expérience, va être en contact avec d'autres formes d'êtres, qui peuvent être de plus en plus lumineux, avoir un lien plus personnel avec un être particulier qui va devenir un mentor. Tu vois, il y a toute une transformation du lien au sein même de l'expérience. Pour la culture entre guillemets des abductés, pour la petite info, on relève le premier cas d'abducté connu, c'est le cas d'Antonio Villas-Boas au Brésil en 1957. Donc premier abducté, sauf qu'il n'y a pas eu d'enregistrement, d'enquête qui a été fait le concernant. Par contre, il y a eu le couple Barney et Betty Hill. Là, c'est le premier cas d'un couple d'abductés raconté avec l'utilisation de l'hypnose régressive, et ça date de 1961. Et en plus, il faut dire par un psychiatre américain fort connu, qui était une vedette, Benjamin Simon, et qui surtout, pour qui les ovnis n'existaient pas, c'était du délire. Parce que c'est toujours important de savoir un petit peu les croyances. Le sujet veut avoir un récit qui peut être conforté à ce qu'il pense. Je parle de l'hypnothérapeute en l'occurrence. Et là, Benjamin Simon, quand il a eu les récits des Hill, a été, comme on peut dire en plaisantant, stupéfactionné dans l'inversement, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à une histoire pareille. Et il n'y avait pas de précédent, hein, puisque c'était le premier cas qui était utilisé sous hypnose. Il a eu l'intelligence d'hypnotiser les deux sujets séparément. Et la stupeur a été Betty, qui était une femme blanche, et Barney, un Américain noir, n'ayant eu aucun souvenir conscient de leur histoire, n'avaient pas pu en parler. Or, chacun hypnotisé séparément vous racontez la même histoire. Alors c'est important ce que tu nous dis, Marie-Thérèse, parce que déjà, premièrement, tout à l'heure tu as beaucoup critiqué Jacobs sur l'utilisation de l'hypnose, mais là tu relates justement pour le coup le sérieux de l'hypnose. Donc avant de revenir à ce que mentionne Romuald, j'aimerais savoir finalement pour toi l'hypnose, dans quelle mesure ça peut être intéressant, dans quelle mesure il serait intéressant de tous ces livres, de ces ufologues qui écrivent sur le phénomène des abductés et qui font leur récit via l'intermédiaire de l'hypnose. Est-ce que voilà, qu'est-ce qui te permet, pour toi, en tant que, entre guillemets, spécialiste, de juger si un récit fait sous hypnose est bon ou pas bon? Alors, ça, évidemment, c'est très difficile. D'abord, je pense, ma conception de la mémoire ne correspond absolument pas à celle qui habite les adorateurs de l'hypnose. Les adorateurs de l'hypnose croient qu'il s'agit d'un objet magique qui va déverrouiller tout. La mémoire n'est pas un stockage. La mémoire est un processus créatif. Nous nous souvenons en recréant notre réalité et notre vécu. Nous le subjectif. Recréons. Nous le performons, nous l'ajustons, nous l'adaptons. Il ne faut pas croire qu'on va retrouver, c'est pas vrai, c'est pas un disque qui a été enregistré. Alors déjà la croyance de ceux qui croient avoir la clé bénie, à mon avis c'est une erreur. Bon. Ensuite, il ne faut jamais oublier, et c'est pas Nicolas qui me contredira, qu'à un niveau très subtil, on sait que le sujet hypnotisé, désire plaire à son hypnotiseur. Donc va répondre de façon à satisfaire les désirs non formulés de l'hypnotiseur. Moi j'ai bien vu ça avec... Mais c'est pas une généralité. Mais si. Historiquement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une histoire, une très riche, non seulement la relation patient-thérapeute. Au départ, l'hypnose, par exemple, historiquement, elle a voulu être utilisée par les psychologues pour
comme un outil chirurgical pour comprendre comment était fait la psyché. En fait. Donc elle a été utilisée par les chercheurs pour dire, ben voilà, on va mieux comprendre tel phénomène en utilisant l'hypnose, donc une chirurgie psychique en fait. Et ils se sont aperçus très vite que, en fait, ça pourrait pas être utilisé comme ça parce que les sujets hypnotisés répondaient de manière conforme aux théories d'hypnotiseurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça faisait juste miroir aux théories des hypnopraticiens. Donc du coup, dans l'histoire de la psychologie, on a abandonné cet outil comme comme chirurgie psychique pour observer des mécanismes mentaux au profit de d'autres protocoles. Voilà. C'est très important ça, le désir inconscient de l'hypnotiseur existe. Et puis de toute façon, même en dehors de l'hypnose, ça existe puisque les internautes peuvent aller voir les travaux de Rosenthal, en fait, en psychologie sociale, qui montre que il avait fait l'expérience auprès d'une institutrice à qui il avait donné des bidons de QI de ses élèves, en fait, et puis au début de l'année, il s'est présenté comme un psychologue de Harvard qui faisait une étude sur je ne sais plus quoi. Il faisait passer des tests de QI aux enfants, des vrais tests, mais il s'est organisé pour que les résultats tombent sous la main de l'institutrice avec des résultats bidons, en fait. Et ils sont revenus à la fin de l'année pour regarder ce qui se passait. Et les résultats scolaires étaient conformes aux prédictions du faux QI de l'enfant. Ça veut dire que si l'institut croyait que l'enfant avait un gros QI, ses résultats scolaires montaient. Et si elle pensait qu'il avait un petit QI, en fait, les résultats baissaient. C'est très et important. Non seulement les résultats, mais ils ont refait un test de QI derrière. Ils se sont aperçus qu'il y avait une variation de points de QI chez l'enfant en fonction de la conception qu'avait l'institut. Il a répété l'expérience avec plein de paramètres, avec des étudiants de psycho, et voir si l'attente d'expérimentateur en fait jouait sur les résultats de l'expérience. Et il a affiné encore les choses en montrant que quand l'expérimentateur s'appuyait sur l'avis d'un autre, le truc c'est qu'il donnait une expérience avec des rats, et puis il disait ces rats c'est une souche débile, ces rats c'est une souche intelligente. Il disait juste ça à ses élèves en fait. Et quand les élèves faisaient les expériences sur les rats, ceux qui étaient présumés être intelligents étaient plus performants. Moins bons résultats, ceux qui étaient présumés intelligents avaient des meilleurs résultats, des rats. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que quand ils refaisaient une séquence d'expériences derrière, les différences étaient encore plus fortes. Pourquoi ? Parce que dans le premier élément, l'étudiant s'appuyait sur le discours de son maître, avait des résultats. La deuxième fois, il s'appuyait sur sa propre expérience, parce qu'il avait vérifié la parole du maître. Du coup, les résultats étaient encore plus forts. Alors, si je ramène ça maintenant dans l'hypnose comme outil unique d'investigation et de réflexion en fait, sur la question des abductions, le biais très clair, c'est que je peux commencer à avoir une pré-théorie, une préconception en fait, et puis petit à petit, les abductés vont confirmer. Et du coup, ça va renforcer ma conviction et entraîner de plus en plus subtilement en fait les témoignages dans la direction qui est celle de ma conception. C'est pourquoi vous prenez John Mack, David Jacobs et Corrado Malanga, ils tombent sur 3 conclusions différentes. Mais tous les 3 ont travaillé sur les abductés. C'est super intéressant, mais je reviens sur la question que je t'ai posée, Marie-Thérèse. Comment tu fais pour savoir, toi, au regard de ces livres, parce que même encore maintenant, tu as écrit ton livre en 98, mais tu as toujours continué à suivre de près le sujet, le thème des abductés. L'approche du phénomène des enlèvements. Alors comment est-ce que tu fais pour savoir, ce livre, parce que je ne connais pas un livre, moi, personnellement, jusqu'à maintenant, à part donc Rencontre avec les peuples des étoiles, mais là, on ne parle pas de... c'est des rencontres du 3e type, ou du 4e, mais on ne parle pas une seule fois d'hypnose. Les 2 autres, Jacobs, Malanga, là il s'agit d'hypnose. Donc qu'est-ce qui, pour toi, est synonyme de qualité quand on voit ou on écoute ce que nous dit Nicolas? C'est extrêmement difficile. Ou alors on lit le livre en disant ok, il y a déjà un parti pris d'office. Comment fais-tu? Écoute, on juge l'arbre à ses fruits, ça c'est pas de moi. 30 ou 40 ans de travail derrière. Quand tu lis le Jacob, c'est hallucinant. Voilà un monsieur qui va nous dresser un portrait des êtres extraterrestres,
de l'évolution des hybrides, parce qu'il a une théorie. On y reviendra. Il connaît tout sur tout. Ben, c'est pas lui directement, c'est à travers les abductés dont il a eu l'occasion d'avoir les témoignages sous hypnose. Arrive vraiment comme... Il est le seul à faire mention de ça. Torquemada, à l'époque de l'Inquisition, on finissait par faire dire ce qu'on voulait aux... Oui, d'accord. Donc, je reviens, il n'est pas le seul à écrire des livres. Genre, on voit encore une fois Malanga, oui, mais il y en a d'autres. Je suis extrêmement impressionnée par les façons dont travaille l'hypnotiseur qui est avec lui. Bon, il a remarqué, enfin ce que nous tous quand on travaille dans ces eaux-là, que le mensonge est possible sous hypnose. Il trouve un moyen de contourner ça, dont moi j'avais jamais entendu parler. Vous le connaissez? Non, j'ai pas vu comment il fait. Ah, alors c'est absolument génial. Il donne une suggestion au sujet. Quand tu parleras avec moi, quand tu mens, tu lèves le bras gauche. Et Ouais, le type continue à raconter son histoire, puis quelquefois il lève le bras gauche. C'est pas mal ça. C'est pas génial ça. Je regrette de ne pas avoir C'est des contre-mesures. Ah non, il en cite un certain nombre qui m'ont littéralement bluffé. Hein. Bluffé. Après, ça suppose que l'inconscient puisse faire une différence entre quelque chose qu'il crée de quelque chose qu'il trouve. C'est-à-dire que la dimension du vrai, l'enfant, il l'apprend dans son histoire, parce que les parents lui apprennent à différencier ce qui est d'une réalité extérieure de ce qui est d'un désir interne, par exemple, ou l'imaginaire. Tu dis ça parce que tu es en train d'imaginer, en fait. Hein. Et l'enfant, du coup, peu à peu, va faire ses frontières à l'intérieur de lui, va apprendre une frontière intérieure de lui. Alors, cette frontière, elle change selon les cultures, parce que ce qui est pour nous vrai ou ce qui n'est pas vrai, en fait, dans une autre culture, on va avoir d'autres référentiels, en fait. Hein. Et après, le mensonge, l'enfant, c'est utiliser quelque chose qui n'est pas... L'enfant, au début, ne ment pas. Hein. C'est la société qui lui apprend à mentir. L'enfant, il apprend au moment enfin, que d'abord, sa mère ne l'est plus à l'intérieur de son esprit, ce qui est une première découverte, et qu'ensuite, il va pouvoir vérifier en lui disant des choses qui appartiennent à son monde interne et que la mère ne peut pas détecter. Et alors là, il va pouvoir commencer à voir qu'il peut en avoir des avantages, en fait. Hein. Mais cette différenciation, d'abord, elle est culturelle. Et du coup, qu'est-ce qui est... Enfin, la question que je poserais, c'est comment l'inconscient va différencier ce qui est de l'ordre du désir, de ce qui est de l'ordre du rêve, de ce qui est de l'ordre d'autre chose, en disant c'est un mensonge, c'est pas un mensonge. Vous voyez? Donc là, mais c'est une question, hein, j'invalide pas la technique, c'est juste une question. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que il y a deux choses en fait sur lesquelles on travaille là, nous, de notre côté. On est en train de réaliser un livre avec une amie qui est thérapeute spécialisée en traumatologie, qui s'appelle Andrea de Clercq. Et en fait, on a vraiment essayé de faire un travail sur le lien entre traumatologie et chamanisme. Et on s'est aperçu de quelque chose, c'est un concept qu'on est en train de développer, c'est l'idée de voile traumatique. Qu'est-ce que c'est que le voile traumatique? C'est vraiment l'idée qu'à un moment, un trauma est capable de brouiller la perception de la réalité. Occulter la réalité. Vraiment de l'occulter vraiment. Hein, c'est quelque chose, même dans les ateliers rétrocognition qu'on a créés, où on fait faire des synchronicités à des gens, dans un espace collectif, où donc il y a plusieurs personnes qui vont faire la synchronicité peu dans l'atelier. La première chose qui se manifeste, c'est un voile d'ombre. Et qui va vraiment brouiller ensuite l'accès à une intention particulière. Donc c'est un refus du réel qui n'est pas voulu alors. Exactement. Oui, c'est vachement intéressant ça. Voilà. Il y a l'idée en fait que le dragon garde bien le trésor, quoi. Il y a toujours cette ombre qui se manifeste systématiquement. Parmi les autres contre-mesures que Malanga avait mis en place avec l'hypnothérapeute, c'était de faire en sorte qu'à chaque séance, parce qu'il y a eu donc sur 2 ans et demi, c'est long, après chaque séance, l'abducté ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Ah mais ça fait partie du conditionnement normal. Tu termines une séance d'hypnose régressive et tu imposes le conditionnement, tu ne te souviendras pas de ce que tu as dit. Donc c'est important, parce que ça c'est évite, classique, si on peut voir à partir de là s'il y a une continuité ou une cohérence sous chaque séance. Mais c'est pas... tout ça, ce sont ça fait partie d'une méthodologie qui est vraiment intéressante, etc., mais qui après est rediscutée, en fait. Par exemple, le fait qu'un alcoolique qui sort de ces moments en fait
d'ébriété, il ne se souvient plus de ce qu'il a fait pendant le moment d'ébriété. Oui. Bon, ok, il s'en souvient plus. C'est deux états de conscience clivés en lui. Hein. Et ensuite, quand il va retourner en état d'ébriété, il retrouve la mémoire de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que ce qu'il nous dit en état d'ébriété est plus vrai ou plus, je sais pas, ou a plus de valeur que ce qu'il nous dit dans un autre état. Vous voyez ? Donc, pourquoi pas ça, c'est une espèce de garantie méthodologique de clivage, en fait, d'un travail qui est fait là par rapport à notre travail là. Maintenant, bon, voyons qu'est-ce que ça dit de plus, en fait. Hein. Non, mais ça, c'est un verrouillage classique. D'accord. Normal. Oui. Alors, parce que tu n'as pas répondu à ma question. Oui. À savoir, comment tu fais pour savoir, puisque la plupart des livres sur les abductions sont des livres écrits par des ufologues avec la participation d'hypnothérapeutes ou des ufologues hypnothérapeutes eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui te permet de finalement définir si lui il fait bien, lui c'est pas bien, enfin, c'est très subjectif. Je ne suis pas convaincue qu'on finira par savoir exactement à quoi correspond ce phénomène de l'enlèvement. La seule chose dont on sait, c'est que ces êtres ont tous vécu quelque chose. Là, tous les tests ont été faits. Ça, c'est grâce encore à Hopkins qui a fait un travail magistral. Mac est un petit poussé à côté de ce qu'a fait Hopkins. D'ailleurs, c'est Hopkins qui a amené Mac à s'y intéresser, comme vous le savez. Il a fait quand même un travail remarquable. Oui, même bien sûr. Mais Mac a commencé par dire mais ça ne m'intéresse pas, ce sont des aberrations. Hopkins a insisté comme un fou. Et Mac lui a dit bon, écoutez, moi ça fait partie de mon métier de reconnaître un menteur, un fabulateur ou un délirant, etc. Bon, je veux bien, mais il est arrivé persuadé que ce seraient tous des histoires inventées. Or déjà, Bud Hopkins avait fait travailler des psychologues, Elizabeth Slaughter et compagnie, pour faire passer des tests au sujet pour savoir s'ils étaient normaux. Très simple. Il dit à cette psychologue, je vais vous envoyer quelques personnes, je veux que vous fassiez des tests pour savoir s'ils sont fiables. Ce sont des emplois professionnels. Hein. Et il envoie une vingtaine d'abductés. Et la psychologue fait le profil pour savoir, etc. Ils sont tous nickel, etc. Bon. Puis après ça, je lui dis, bon écoutez madame, est-ce que vous savez pourquoi je vous ai envoyé ces gens? Oui, pour les emplois professionnels. Non. Ces gens prétendent tous qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, emmenés à l'intérieur d'un ovni où ils ont subi des expériences terrifiantes, traumatisantes, etc. La psychologue qui n'avait jamais entendu parler de ces histoires-là n'arrive pas à le croire. Quoi? Il dit, mais c'est pas vrai, il raconte ça, et pourtant ils ne peuvent pas être fous. Bon, il avait déjà fait ce travail-là, donc on sait que les gens, il y aura toujours des mythomanes, bien sûr, mais les gens qui prétendent avoir vécu ces expériences, on ne sait pas ce qu'elles ont vécu, mais ils ont vécu des expériences. Et des expériences qui les ont changées. Moi, comme je te l'ai dit, je le prends en considération, moi c'est pas mon boulot à temps complet, que les gens dont la vie est différente. La psychologie est différente. J'ai vu des gens qui, comme toi, moi j'ai jamais fait l'expérience de l'ayahuasca, mais ont eu leur vision du réel complètement changée après leur passage par l'ayahuasca. On se dit que ce sont des gens qui ont passé un autre pont. Ils ont eu un accès à une autre vision de la vie réelle. Bon, moi ce qui nous intéresse chez les abductés, c'est qu'ils ont eu accès à quelque chose d'autre dont nous n'avons pas les clés, nous tous, autant que nous sommes. Je ne dis pas que j'ai un accès. J'essaye, évidemment, de les aider à soutirer leur mémoire. Je ne fais plus d'hypnose moi-même parce que je me considère comme incompétente pour être sérieuse. Je leur fais toujours raconter des histoires et j'essaie de ne pas être directive dans mes questions. Mais je n'ai pas le poids, je n'ai pas l'envergure. Bon. Je n'ai pas rencontré de gens en France qui travaillent bien dans ce domaine-là. Je suis obligée de le dire et je suis obligée de reconnaître que des abductés m'appellent en me disant j'ai vu un tel ou un tel et j'ai tout le carnet des doléances. Je ne suis pas un bureau des plaintes, je sais que ces gens sont sans accueil
Et même quand ils croient qu'ils vont être accueillis, ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Peut-être leurs demandes sont mauvaises. Mais il est évident que quelqu'un qui a vécu le phénomène de l'abduction, qui croit l'avoir vécu, c'est une souffrance, c'est une expérience effrayante. C'est pour ça que je vous citais tout à l'heure Free, tu me demandais. Free, cette association américaine, dit les gens qui sont passés par nous, questionnaire de 500 questions. Hein. On leur a fait passer tous les textes, je vous ai dit, classiques de personnalité, etc. Bon, les textes multiphases et compagnie. Eh bien, tous ces gens qui sont arrivés avec un récit traumatisant de leur enlèvement, en disant que c'est une expérience effroyable, etc., le pourcentage se modifie complètement. Ils sont de plus en plus à dire que c'est une expérience positive. Savoir si cette évolution de leur regard durera, on ne sait pas. Mais il y a quand même un travail de nettoyage qui est fait pour les aider. Parce que le traumatisme violent s'est transformé en, bon, c'est quelque chose qu'on peut prendre différemment. Mais il y a effectivement une demande qui devrait être prise en compte. Alors, Monsieur Malanga, il rêve complètement. Monsieur Malanga nous dit, la France, vous avez eu la chance d'avoir le GEPAN qui étudie tout ça. Lorsque les enlevés ont leurs expériences, ils se trouvent très souvent avec des militaires. Dossier qu'un vieil ufologue comme moi connaît par cœur, le dossier MyLab, où on s'aperçoit que dans les enlèvements, il y a effectivement, d'après les récits, hein, moi j'étais pas, des officiers du renseignement, il y a même des gens où on a des casquettes, des uniformes. Donc, il semblerait qu'il y ait une interaction entre les kidnappeurs, E.T., tout ça entre guillemets, qui collaboreraient avec des militaires. Et M. Malanga nous dit, d'ailleurs la preuve, c'est que dans tous ces cas d'abduction, la France est un pays de pointe, puisque les militaires qui correspondent, qui collaborent avec les extraterrestres, sont des militaires français. Pour moi, c'est un scoop qu'il le dit. Non, il ne le dit pas dans ce sens-là, mais il précise qu'effectivement, il peut y avoir des collaborations entre extraterrestres. Non, il revient plusieurs fois sur l'importance des Français. Oui, parce qu'on est dans l'aérospatiale et avec les États-Unis, on est ceux qui sommes entre guillemets à la pointe de l'aérospatiale, et que qui dit aérospatiale dit militaire derrière, et qui dit militaire derrière l'aérospatiale dit rencontre ou connaissance avec extraterrestres, connaissance des vaisseaux, le GEPAN, on est les seuls en France à avoir ça, et que c'est les gendarmes, les militaires, qui interviennent dans le cadre d'observations OVNI, etc., qu'ils ont un protocole. Voilà. C'est le lien que fait Malanga, mais sans pour autant dire qu'il y a une collaboration entre Français et extraterrestres. En tout cas, ce que je note, c'est que Rencontre avec le peuple des étoiles fait mention aussi de témoignages donc d'Amérindiens qui disent que oui, entre militaires et extraterrestres, qu'il y a une collaboration. Il y a une Américaine qui a très bien travaillé sur le sujet, qu'il faut lire, c'est Katharina Wilson. Elle n'est pas traduite en français. Katharina Wilson, MyLab, c'est formidable. Va sur Internet, regarde un petit peu. Katharina. J'aimerais revenir sur Romuald, ce que tu nous as dit sur la notion d'interface et sur notre culture, la perception qu'on peut avoir. L'apparence, entre guillemets, changeait radicalement. Sauf que, quand on parle, notamment avec donc, les Indiens Shipibo qui utilisent l'ayahuasca, c'est qu'on utilise l'intermédiaire d'une plante, donc de l'esprit de la plante pour les Indiens, pour aller à la découverte de cet autre monde, univers. Ce qu'on disait, la notion d'espace, de temps, la conscience, avec l'énergie, on bouge, on va d'un monde de la matière, de notre réalité, à un autre. Or, ce qui est intéressant dans le cas des abductions, c'est que là, c'est cette ou ces réalités qui viennent voir, entre guillemets, les abductés, qui, en apparence, n'ont rien demandé, et sont... En fait, voilà, on parlait de captation tout à l'heure, de rapts, qui sont amenés de force à aller dans une autre réalité, ou une autre dimension, ou un autre espace-temps, bref, que sais-je.
donc ils sont forcés. Or, dans ce que tu nous disais, donc Romuald, c'est l'inverse, c'est qu'il y a une volonté propre à l'être humain, pour les Indiens, d'aller vers le monde des esprits, cet autre univers. Donc, est-ce que ça joue pas aussi dans l'intention? Alors, là c'est là qu'il y a vraiment un travail qui est intéressant à comprendre. Quand j'ai travaillé sur le phénomène UFO par rapport au chamanisme, j'ai d'abord travaillé avec Pablo Maringo. Pablo Maringo, qui était un peintre chaman, qui a été le premier à représenter de façon picturale l'univers des visions. Il a fait un livre extraordinaire avec Gordo Luna il y a presque une vingtaine d'années maintenant, qui est le livre de référence où il y a toutes ces peintures de visions. Donc on a travaillé ensemble et moi je lui parlais de cette présence d'OVNI, c'était omniprésent dans ses peintures, l'omniprésence d'entités aussi extraterrestres. Et donc moi j'étais surpris qu'au début ça ne me parlait pas du tout. Moi en tant qu'ethnobotaniste j'étais allé là-bas pour essayer de comprendre la pharmacopée indigène. Tu avais expérimenté déjà l'ayahuasca à ce moment-là? Oui, j'avais déjà expérimenté. Et tu n'en avais jamais vu? J'en avais déjà vu, mais je n'avais pas voulu voir. Ah, intéressant. Donc voilà, donc moi je questionne Pablo, et Pablo me dit mais ça fait partie intégrale de la culture, et on a même une liane spécifique, l'ayahuasca du ciel, qui connecte à cette espèce de web cosmique où les chamans vont rentrer en interaction avec d'autres entités pour soigner, pour faire descendre des blocs opératoires d'entités exogènes au sein même d'une maloca pour soigner des patients. Quand eux n'ont pas le pouvoir de faire ce travail, ils invoquent des entités qui viennent, et l'interaction est très rapide. Certains chants Icaros, à peine vous avez commencé à prononcer, Pablo me disait, les entités sont déjà là. Donc il y a un adressage de la conscience par rapport à un multivers quantique. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette idée que moi j'ai développée dans mon bouquin, que j'ai appelé le web cosmique endogène, et c'est là où c'est intéressant même par rapport à l'avenir de ce qu'on pourrait faire par rapport aux abductions pour aller rechercher ces informations. C'est peut-être que non seulement elles sont aussi dans la psyché, mais c'est qu'elles sont surtout somatiques et qu'elles sont dans le corps. Et en plus, on sait aujourd'hui l'influence en traumatologie de ce qu'on appelle l'effet de freeze, de congélation, c'est-à-dire que le traumatisme s'inscrit dans le corps, au-delà de la conscience et même de l'inconscient. C'est vraiment dans le corporel. Donc il serait intéressant aujourd'hui de développer des outils pour aller rechercher, en rapport avec l'abduction, les informations au niveau du corps. FeelSense, enfin, tout un ensemble de techniques, la TRE par exemple, pour aller rechercher en complément d'outils psychologiques comme l'hypnose ou autres, des informations supplémentaires. Je pense aussi aux constellations familiales. C'est un projet qu'on a avec Nicolas, qu'on veut vraiment mettre en place. La constellation familiale, c'est un outil qui a été créé par Bert Hellinger, qui est de simuler un système familial avec des représentants. Nous, ce qu'on veut faire, c'est représenter une abduction. C'est-à-dire avoir des représentants qui vont, toi tu vas représenter les aliens, toi tu vas représenter l'abducté, toi tu vas représenter l'espace, l'environnement où ça s'est passé, et de voir ces sensitifs, quelles informations ils vont nous fournir. Parce que du coup, on va avoir vraiment peut-être, je dis bien peut-être entre guillemets, un complément d'information incroyable par rapport au phénomène. Voilà. Parce que là, on touche le tout, c'est-à-dire corps, esprit, somatique et à la fois psyché. Alors, est-ce que chez les Indiens, il y a la possibilité d'être en contact ou d'être, entre guillemets, enlevé sans faire appel à l'intermédiaire, l'intercesseur qui serait la plante? Oui, oui, bien sûr. Les tabaqueros qui utilisent ces techniques, il y a tout un ensemble les Mayas, de plantes maîtresses, oui, bien sûr. Les Mayas, il y a un type formidable qui a étudié ça, Michel Bocara. Oui, c'est très bien ce qu'il fait, Michel, le travail extraordinaire. Mais tout ça, en fait, c'est qu'à un moment, quand l'adressage de la conscience est fait avec ces univers, c'est beaucoup plus facile d'avoir ces perceptions, d'avoir ces contacts. Moi, les chamans que je connaissais parlaient de 40 espèces. 40 Une quarantaine d'espèces avec lesquelles ils travaillaient, en fait. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est justement le mode d'entrée. Le mode d'entrée dans le contact, en fait, parce que on voit par exemple avec l'expérience aux ayahuasca que là, on n'est pas dans un cadre d'abduction, même si on pourrait dire c'est un cadre d'abduction quand même, parce que la personne peut être prélevée, même si elle reste dans la maloca. En fait, c'est eux qui descendent et qui viennent travailler ici. D'autres peuvent faire l'expérience d'être emmenés, emmenés hors de la maloca, même si le corps reste là. En fait, ils ont une expérience de déplacement. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas déplacés physiquement. C'est pas parce qu'il a l'air de rester là qu'il n'y a pas eu un déplacement. C'est, disons, invérifiable. Mais disons, après, les modes d'entrée, si on regarde les modes d'entrée dans le contact, en fait, alors effectivement, il y a l'abduction ou la perception d'un ovni. C'est un moment, on va dire, c'est le monde exogène, si on le dit comme ça, plutôt que le monde extraterrestre, le monde exogène qui décide de l'entrée dans le contact. Mais on a d'autres formes d'entrée. Après, on a l'hérédité. C'est-à-dire, mes parents, mes grands-parents sont enlevés, je suis enlevé. Il y a une hérédité dans le contact.
Découverte de Hopkins. Il y a aussi un autre aspect, c'est la trajectoire personnelle, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont faire des rencontres ovni, etc., lors de décorporation, lors d'éveil de Kundalini, ou lors d'autres formes d'état modifié de conscience, c'est-à-dire que là c'est la trajectoire personnelle, on pourrait dire. On n'a pas encore évoqué les travaux de la molécule de l'esprit DMT, Rick Strassman, mais qui montre aussi qu'une ouverture de porte dans la conscience, dans un cadre chamanique ou dans un cadre expérimental, en fait, peut susciter en fait ce type d'expérience. Donc quand on fait un peu la cartographie des modes d'entrée, on a l'hérédité, on a le choix par les intelligences exogènes, on a la trajectoire personnelle. On retrouve en fait dans les traditions chamaniques le mode d'initiation, c'est-à-dire le monde des esprits peut t'élire, et du coup par une expérience saisissante t'élire comme chaman dans la communauté ou autre rôle, le chemin personnel ou l'hérédité. Et vous ne mentionnez pas le rêve. Le rêve, pour moi, c'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire que c'est que ce soit la DMT, le rêve, la sortie du corps, l'éveil de Kundalini, etc. Voilà, c'est dans les états modifiés de conscience. Ouais, alors ce que tu nous dis, Nicolas, revient dans les livres de Malanga, qui nous dit pas de hasard que certaines personnes soient choisies par les extraterrestres. Ça peut se faire selon le code génétique des abductés, des situations particulières liées aux parents au moment de la naissance, selon le choix que les parents ont fait pour leur enfant, et selon les choix que les enfants font quand ils grandissent. Donc il y a plusieurs facteurs. Dans Rencontre avec le peuple des étoiles, il est aussi fait mention donc de la part des extraterrestres à l'abducté qu'ils ont. Mais tu as fait le choix, c'est toi qui as fait le choix d'être là, tu as été choisi parce que tu as choisi. Donc c'est aussi intéressant. Alors, là, on en viendra peut-être à parler par la suite d'incarnation ou d'exister sur différents plans d'univers et que certaines parties de nous s'expriment et souhaitent faire certaines expériences. On pourra parler certainement de Dolores Cannon. On va faire une première pause. On se retrouvera dans la deuxième avec notamment Myriam Belmire, donc la présidente du CERO, abductée elle-même. Avant qu'on fasse cette première pause, est-ce que vous avez un élément à ajouter sur cette première partie des l'émission ? Moi, simplement qu'effectivement, avec la notion que tu introduis, c'est-à-dire la notion d'une conscience non locale, voilà, qui vient faire une expérience d'incarnation. Pour moi, on ouvre la porte de réinsérer la question ufologique dans un domaine beaucoup plus vaste. Ce que je pointais quand Marie-Thérèse de Vros tout à l'heure évoquait l'entrée dans le domaine par le biais de la parapsychologie et des sujets psy, etc. Et pour moi, la perception de la réalité est beaucoup plus complexe. On est dans un niveau de complexité que toute théorie simpliste qui voudrait dire ce n'est que ou c'est ça, pour moi, est déjà à côté de la plaque. Voilà. Et d'ailleurs, le chemin des abductés, pour moi, parle de ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas un sujet qui va vouloir rentrer dans notre boîte de pensée, mais une thématique qui nous invite, nous, à nous mettre en chemin pour élargir notre capacité de penser. Eh bien, fin de cette première partie, et nous vous disons à tout de suite dans la deuxième.